Il a été forcé d'abandonner la fille qu'il avait eue à l'adolescence, vivant pendant des années avec une culpabilité silencieuse. Un jour ordinaire, il a vu une jeune femme abandonnée sur le trottoir et a immédiatement su qui elle était. À cet instant, il a compris que sa plus grande richesse était là, tremblante de froid devant lui. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la tour Eiffel d'une lumière dorée que l'on pouvait admirer depuis les baies vitrées du Penthouse de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Étienne Delacroix, 42 ans, contemplait ce spectacle quotidien avec une indifférence qui aurait surpris quiconque connaissait sa réputation. Considéré comme l'un des entrepreneurs les plus brillants de France, il avait bâti Nexium Technologies, en partant de rien, transformant une idée née dans un garage en un empire évalué à plusieurs milliards d'euros. Son téléphone vibra sur la table en marbre. C'était Laurent, son directeur financier. Monsieur Delacroix, les Américains ont accepté l'offre. Nexium vient officiellement d'acquérir Silicon Pulse pour 420 millions. Étienne hocha la tête, bien que personne ne puisse le voir. « Parfait. Prépare la conférence de presse pour demain matin. » « Félicitations, Étienne, c'est une victoire exceptionnelle. Merci, Laurent, à demain. » Il raccrocha sans émotion. Encore une acquisition, encore des millions, encore des félicitations. La routine du succès. Il se servit un verre de château, Margaux 1982, un vin qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Le liquide pourpre tournoya dans le cristal baccarat tandis qu'il s'approchait de la fenêtre. En contrebas, Paris s'illuminait progressivement. Des familles rentraient chez elles. Des couples se promenaient main dans la main. Des enfants jouaient dans les parcs avant que leurs parents ne les appellent pour le dîner. Toutes ces vies ordinaires qui lui semblaient pourtant si précieuses, si authentiques. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'un homme élégant dans un costume Brioni sur mesure, les cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, la barbe taillée avec précision. Un masque de perfection qui dissimulait un abîme intérieur. Le son distant d'un enfant riant quelque part dans la rue lui serra le cœur. Comme chaque fois qu'il entendait un enfant, son esprit dérivait vers elle. Cet enfant qu'il n'avait jamais connu, sa fille. La sonnerie de l'ascenseur privé le tira de sa rêverie. Juliette Marchand, sa dernière conquête, mannequin de 27 ans, fit son entrée dans l'appartement. Belle, sophistiquée, elle représentait exactement ce que la société attendait au bras d'un homme comme lui. « Étienne, chéri, tu ne t'es pas encore préparé? Le gala commence dans 1 heure et tout le Paris qui compte y sera. » Il avala une gorgée de vin. « J'ai eu une journée chargée. Nexium vient d'acquérir Silicon Pulse. »« C'est merveilleux !» s'exclama-t-elle, s'approchant pour l'embrasser. « Une raison de plus de célébrer ce soir. Les Mercier seront là et Claude m'a dit que le ministre de l'économie souhaite te parler d'un projet. » Étienne acquiesça distraitement. Encore une soirée à jouer son rôle, à serrer des mains, à échanger des platitudes avec des gens qui admiraient sa fortune plus que sa personne. « Je vais me préparer, » dit-il finalement. Dans sa chambre, il ouvrit son dressing, grand comme un appartement parisien moyen. Des costumes, des montres, des chaussures, tous des symboles de son statut social. Il s'habilla mécaniquement, nouant sa cravate devant un miroir qui reflétait un étranger. Jura. Sa table de chevet reposait un vieux livre, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Un passage était souligné. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Cette phrase le hantait depuis des années. 30 minutes plus tard, il escortait Juliette jusqu'à sa Bentley Continental GT, où Gérard, son chauffeur depuis 15 ans, les attendait. « Bonsoir, monsieur Delacroix, mademoiselle Marchand. Nous allons au Grand Palais, je présume. »« Oui, Gérard, merci. » Pendant que la voiture glissait silencieusement dans les rues de Paris, Juliette parlait avec animation du défilé auquel elle participerait la semaine suivante à Milan. Étienne faisait semblant d'écouter, son esprit ailleurs. Le gala de charité se déroulait comme prévu. Le Grand Palais étincelait sous ses lustres centenaires, remplis de l'élite parisienne dans leurs plus beaux atours. Étienne jouait parfaitement son rôle, distribuant sourires, poignées de main et chèques généreux. Ce soir, il avait fait un don d'1 million d'euros à une fondation pour les enfants défavorisés. Une ironie qui ne lui échappait pas. Étienne Delacroix. Victor Mercier, magnate des médias, s'approcha avec son épouse. « L'homme du jour, j'ai entendu parler de l'acquisition.
Impressionnant, même pour toi. Merci, Victor. Comment va ta famille? Merveilleusement bien. Camille vient d'être acceptée à Sciences Po et Louis excelle en mathématiques. Ses enfants sont notre plus grande fierté. Étienne sourit poliment, ignorant la douleur familière qui lui transperçait la poitrine à chaque fois qu'on mentionnait des enfants. « Tu as de la chance », dit-il simplement. La soirée s'étirait, interminable. Entre deux conversations superficielles, Étienne s'isola sur une terrasse. La nuit était fraîche pour un mois de mai. Il contempla les étoiles au-dessus de Paris, se demandant si, quelque part sous ce même ciel, sa fille les regardait aussi. Il avait 17 ans, lorsque Marion Rousseau, sa petite amie d'alors, lui avait annoncé sa grossesse. Ils étaient jeunes, amoureux et naïfs. Étienne, fils unique de la puissante famille Delacroix, avait été prêt à tout abandonner pour elle et leur enfant. Mais son père, Auguste Delacroix, industriel impitoyable et patriarche autoritaire, en avait décidé autrement. Le souvenir de cette nuit terrible lui revint avec une clarté douloureuse. Son père, furieux, hurlant que son fils ne ruinerait pas son avenir pour une erreur de jeunesse. Sa mère, Élisabeth, silencieuse mais complice. Et puis, les mots qui avaient scellé son destin. Cette fille et cet enfant disparaîtront de ta vie. Tu suivras le chemin que nous avons tracé pour toi. L'affaire est réglée. Quelques semaines plus tard, Marion avait disparu. Ses parents lui avaient dit qu'elle était partie vivre chez une tante en province, que l'enfant serait adopté par une bonne famille, et qu'il devait oublier cet épisode pour se concentrer sur ses études à Polytechnique. Il avait obéi, par lâcheté, par conformisme, par respect mal placé pour l'autorité paternelle. Il avait suivi le chemin tracé, diplôme prestigieux, MBA à Harvard, poste à responsabilité croissante, puis la création de sa propre entreprise. Le succès, la fortune, la reconnaissance, tout ce que son père avait souhaité pour lui. Mais pas une seule nuit sans penser à cet enfant qu'il n'avait jamais vu. « Étienne ?» La voix de Juliette le ramena à la réalité. « Le ministre te cherche. » Il se composa rapidement un visage de circonstance. « J'arrive. » La fin de soirée se déroula, comme dans un brouillard. Sourire, discussion sur l'économie numérique, promesse de déjeuner d'affaires. Tous ces gens qui enviaient sa vie ignoraient le gouffre qui habitait son âme. De retour dans son penthouse, tard dans la nuit, Étienne se retrouva seul. Juliette était partie rejoindre des amis dans un club privé. Il retira sa cravate et se servit un cognac qu'il emporta dans son bureau. Là, dans un tiroir fermé à clé, se trouvait une petite boîte en bois qu'il n'ouvrait que dans ses moments de solitude absolue. Elle contenait les seules traces de cette vie parallèle qui aurait pu être la sienne. Une photo de Marion souriante sur une plage normande, une lettre d'amour jaunissante et un minuscule chausson de bébé tricoté qu'il avait récupéré en secret dans les affaires de Marion avant qu'elle ne disparaisse. Sa fille aurait aujourd'hui 25 ans. Était-elle heureuse? Avait-elle fait des études? Ressemblait-elle à sa mère, avec ses yeux verts et son sourire lumineux? Ou avait-elle hérité de son obstination à lui, de sa passion pour les mathématiques? Savait-elle qu'elle avait été adoptée? Se demandait-elle parfois qui étaient ses parents biologiques? Ces questions le torturaient chaque jour davantage, depuis la disparition de son père 6 mois plus tôt. Auguste Delacroix était parti sans remords, emportant ses secrets dans la tombe. Sa mère, désormais dans une maison de retraite luxueuse, souffrait d'Alzheimer et ne reconnaissait plus son fils. Étienne était désormais seul face à son passé. Il reposa le chausson dans la boîte et la referma soigneusement. Demain, il dirigerait une réunion du conseil d'administration, déjeunerait avec des investisseurs et signerait des contrats valant des millions. Il continuerait à jouer son rôle d'homme accompli et puissant. Mais cette nuit, comme tant d'autres, il s'endormirait avec ce vide immense que ni l'argent, ni le pouvoir, ni les conquêtes ne pouvaient combler. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le destin s'apprêtait à bouleverser son existence de façon inattendue. Dans les rues de Paris, à quelques kilomètres de son penthouse luxueux, une jeune femme aux yeux familiers luttait pour sa survie quotidienne, sans savoir que l'homme qui l'avait abandonnée avant sa naissance cherchait désespérément à la retrouver. La sonnerie stridente du réveil tira Étienne de son sommeil agité. 6 heures du matin. Une autre journée à la tête de Nexium Technologies commençait. Il se leva mécaniquement,
son corps habitué à la discipline imposée depuis l'enfance par son père. Dans sa salle de bain en marbre de Carrare, il observa son visage dans le miroir. Des cernes marquaient ses yeux, malgré les soins coûteux et les nuits dans des draps en soie égyptienne. L'acquisition de Silicon Pulse ferait la une des journaux économiques aujourd'hui, mais cette pensée ne lui procurait aucune satisfaction. Après une douche rapide et un petit déjeuner préparé par Madeleine, sa gouvernante depuis 10 ans, Étienne descendit au garage souterrain où Gérard l'attendait déjà. « Bonjour, monsieur. Directement au siège social ?»« Non, Gérard. Faisons un détour par le Père-Lachaise ce matin. » Le chauffeur acquiesça discrètement. Il connaissait cette routine. Chaque mois depuis le décès d'Auguste Delacroix, Étienne visitait la tombe familiale. Non par chagrin, mais plutôt par une sorte d'obligation mêlée de ressentiment. Le cimetière du Père-Lachaise était calme à cette heure matinale. Étienne marcha entre les allées de pierre jusqu'au mausolée des Delacroix, imposante structure, néoclassique, qui reflétait parfaitement l'ostentation de sa famille. Devant la plaque de marbre où était gravé le nom de son père, il resta silencieux, les mains dans les poches de son manteau Burberry. « Tu as gagné, père, » murmura-t-il finalement. « J'ai suivi ton chemin. J'ai bâti un empire. J'ai le respect de ceux que tu admirais. Mais était-ce vraiment une victoire ?» Le silence du cimetière fut sa seule réponse. Étienne déposa mécaniquement un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de son père, et tourna les talons. Ce rituel terminé, il pouvait maintenant affronter sa journée. Au siège de Nexium Technologies, un bâtiment ultramoderne dans le quartier de la Défense, l'effervescence était à son comble. L'acquisition de Silicon Pulse mobilisait toutes les équipes. Dans l'ascenseur qui le menait au dernier étage, Étienne consulta les derniers chiffres sur sa tablette, préparant mentalement son discours pour la conférence de presse. Monsieur Delacroix, Sophie Lemaire, son assistante personnelle, l'accueillit avec son efficacité habituelle. Les journalistes attendent dans la salle de conférence. Laurent a finalisé les documents pour la signature officielle et la vidéoconférence avec San Francisco est programmée pour 14 heures. Merci, Sophie. Des 777 appels importants. Votre mère a essayé de vous joindre, ou plutôt l'infirmière en chef de la résidence Les Magnolias. Apparemment, Madame Delacroix a eu une nuit agitée. Elle vous demande de passer si possible. Étienne sentit un pincement au cœur. Sa mère, Élisabeth Delacroix, autrefois si élégante et fière, n'était plus que l'ombre d'elle-même, prisonnière de sa mémoire défaillante. Une femme qui avait sacrifié son bonheur et celui de son fils à l'autel des conventions sociales et de l'ambition de son mari. « Dites-leur que je passerai ce soir », répondit-il, ajustant sa cravate. La matinée fut rythmée par la conférence de presse, les interviews et les réunions stratégiques. Étienne jouait son rôle à la perfection, comme toujours. Le PDG charismatique et visionnaire, l'entrepreneur qui transformait l'économie numérique française. Personne ne pouvait deviner que derrière chaque décision, chaque sourire, se cachait un homme hanté par le fantôme d'une enfant jamais connue. À midi, plutôt que de déjeuner avec son équipe dirigeante comme prévu, Étienne s'éclipsa. Une affaire personnelle urgente, avait-il simplement expliqué à Sophie, qui avait hoché la tête sans poser de questions, habituée au changement d'humeur de son patron. La Bentley le conduisit jusqu'à un quartier résidentiel du 16e arrondissement, devant un immeuble haussmannien où il n'était pas retourné depuis des années, l'ancien appartement familial des Delacroix, où il avait grandi. Après la mort de son père, il avait décidé de le vendre mais n'avait pas encore trouvé le courage de trier les affaires qui s'y trouvaient encore. Le concierge, qui le reconnut immédiatement, lui remit les clés avec déférence. « Monsieur, Delacroix, quel plaisir de vous revoir. Mes condoléances tardives pour votre père. » Étienne le remercia d'un signe de tête et monta jusqu'au 4e étage. L'appartement était plongé dans la pénombre, les volets fermés depuis des mois. Une odeur de renfermé flottait dans l'air. Il avança lentement dans le couloir, ses pas étouffés par l'épais tapis persan qui avait vu défiler plusieurs générations de Delacroix. Le bureau de son père était resté intact. La pièce austère, avec ses bibliothèques en acajou et son bureau massif, incarnait parfaitement la personnalité d'Auguste. Imposante, inflexible, intimidante. Combien de fois Étienne avait-il été convoqué ici pour recevoir réprimandes et leçons de vie? C'était dans cette pièce, 25 ans plus tôt, qu'Auguste lui avait annoncé froidement que Marion était partie
et que le problème était réglé. Étienne s'assit dans le fauteuil de cuir de son père et ouvrit les tiroirs du bureau un à un. Documents administratifs, contrats, photos officielles de réception mondaine. La vie publique impeccable d'Auguste Delacroix, industriel respecté et philanthrope reconnu. Mais Étienne cherchait autre chose. Il se leva et s'approcha de la bibliothèque. Derrière une rangée de livres reliés en cuir se trouvait un petit coffre-fort dont il connaissait désormais la combinaison trouvée parmi les papiers notariés après le décès de son père. Le coffre s'ouvrit avec un déclic métallique. À l'intérieur, des dossiers soigneusement étiquetés, des bijoux de famille et une enveloppe jaunie portant simplement la mention « Affaire MR, Marion Rousseau ». Les mains légèrement tremblantes, Étienne ouvrit l'enveloppe. Elle contenait plusieurs documents. Un accord de confidentialité signé par les parents de Marion, des reçus de virements bancaires et enfin, ce qu'il cherchait depuis si longtemps, un dossier d'adoption. Pas d'adoption par une famille. Aimante comme on le lui avait fait croire, mais un placement dans un orphelinat de la banlieue parisienne. Le souffle coupé, Étienne parcourut les pages jaunies. Sa fille, qu'il découvrait avoir été nommée Élodie à sa naissance, avait été placée à l'institution Sainte-Marie de Neuilly-sur-Seine. Aucune trace d'adoption ultérieure dans le dossier. Juste une note manuscrite de son père, affaire classée, 1998. Le choc fut si violent qu'Étienne dut s'asseoir. Son père lui avait menti. Marion n'était pas partie chez une tante imaginaire. Sa fille n'avait pas été adoptée par une famille aimante. Elles avaient été écartées, effacées, comme des erreurs dans le grand plan qu'Auguste avait conçu pour son fils. Des souvenirs longtemps enfouis remontèrent à la surface. Marion en larmes, le suppliant de ne pas l'abandonner. Lui-même terrorisé par son père, promettant qu'il trouverait une solution, qu'ils resteraient ensemble. Puis cette nuit où Marion avait disparu, et ces mots glacials d'Auguste. « C'est réglé. N'en parlons plus jamais. » Étienne avait à peine 18 ans. Il s'était rebellé, avait hurlé, menacé de tout quitter. Mais face à la détermination implacable de son père et au silence complice de sa mère, il avait fini par céder. L'ambition et la peur avaient eu raison de l'amour et du courage. Dans les jours qui avaient suivi, il avait tenté de retrouver Marion, sans succès. Ses parents, à elle, refusèrent de lui parler, leurs portes restant obstinément fermées. Ses lettres revenaient non ouvertes. Au téléphone, une voix lui avait simplement dit « Elle est partie, ne cherchez plus à la contacter ». Avec le temps, la douleur s'était transformée en résignation, puis en ambition dévorante. Si c'était le prix à payer, alors il deviendrait le fils parfait, le successeur idéal qu'Auguste voulait. Il excellerait dans tout, prouverait sa valeur, gagnerait le respect que son père lui avait toujours refusé. Et il avait réussi, brillamment. Polytechnique, Harvard, puis les premiers succès professionnels. La création de Nexium à 27 ans, contre l'avis de son père qui voulait le voir reprendre l'entreprise familiale. Les premiers contrats, les premiers millions. La reconnaissance internationale. Auguste avait finalement été forcé d'admettre que son fils avait dépassé ses espérances, mais chaque succès avait creusé le vide en lui. Chaque nouvelle conquête, féminine, chaque acquisition d'entreprise, chaque propriété luxueuse n'avait fait qu'accentuer cette sensation d'incomplétude. Il manquait l'essentiel. Et maintenant, assis dans le bureau de son père défunt, tenant entre ses mains la preuve de cette trahison fondamentale, Étienne ressentait une colère sourde mêlée à un immense sentiment de culpabilité. Il avait laissé faire. Il avait abandonné Marion et leur enfant. Il était aussi responsable que ses parents. Son téléphone vibra, le ramenant brutalement au présent. Sophie l'informait que la vidéoconférence avec San Francisco commencerait dans 30 minutes et que sa présence était indispensable. Étienne rangea soigneusement les documents dans sa serviette en cuir. Pour la première fois depuis des années, il avait une piste concrète. L'institution Sainte-Marie, c'était peu, mais c'était un début. En quittant l'appartement, il jeta un dernier regard au portrait de son père accroché dans l'entrée. Le visage sévère d'Auguste semblait le juger, même depuis l'au-delà. « Je vais la retrouver », murmura Étienne. « Et cette fois, je ne l'abandonnerai pas. » De retour au siège de Nexium, il traversa les couloirs d'un pas déterminé, ignorant les collaborateurs qui tentèrent de l'interpeller.
Dans son bureau, il appela immédiatement son avocat personnel. « François, j'ai besoin de tes services pour une affaire strictement confidentielle. Je veux engager le meilleur détective privé de Paris. Budget illimité. Discrétion absolue. » De Cité. L'autre côté de la ville, dans le quartier populaire de Belleville, une jeune femme aux cheveux châtains emmêlés s'éveillait sur un matelas posé à même le sol dans un squat délabré. Élodie, qui se faisait désormais appeler Chloé, ignorait encore que l'homme qui l'avait abandonnée avant sa naissance venait de découvrir son existence et s'apprêtait à bouleverser sa vie. Elle se leva péniblement, courbaturée par une nuit de sommeil agitée sur ce matelas trop mince. Ses quelques affaires tenaient dans un sac à dos usés. À 25 ans, Chloé avait connu plus d'épreuves que la plupart des gens en une vie entière. Abandonnée, ballottée d'institutions en famille d'accueil, puis finalement à la rue quand le système l'avait lâchée à sa majorité. Mais elle avait survécu, avec une détermination qui aurait rendu fier ce père qu'elle n'avait jamais connu, si seulement il avait su. La pluie battait contre les vitres du bureau d'Étienne, au dernier étage de la tour Nexium. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa découverte dans l'appartement familial. 3 semaines d'une quête obsessionnelle, menée en parallèle de ses obligations professionnelles. Personne dans son entourage ne se doutait de ce qui le consumait jour et nuit. « Monsieur Delacroix, Monsieur Renaud est arrivé », annonça Sophie par l'interphone. « Faites-le entrer. » Étienne se leva pour accueillir Marcel Renaud, ancien commissaire reconverti en détective privé, réputé pour sa discrétion et son efficacité. Un homme d'une 60aine d'années, au visage buriné et au regard perçant, qui inspirait confiance immédiatement. « Des nouvelles ?» demanda Étienne sans préambule, après avoir verrouillé la porte de son bureau. Renaud posa sa serviette en cuir élimé sur la table en verre et en sortit un dossier. « J'ai retrouvé la trace de l'institution Sainte-Marie. L'établissement a fermé en 2004 suite à des problèmes financiers. Les archives ont été transférées aux services sociaux départementaux des Hauts-de-Seine. » Étienne s'assit lentement, attentif à chaque mot. « J'ai pu consulter les registres, » poursuivit Renaud. « Votre fille, enregistrée sous le nom d'Élodie Rousseau à sa naissance, y a séjourné de 1999 à 2005. Elle avait alors 6 ans quand elle a été placée dans une famille d'accueil à Asnières-sur-Seine. » Le détective fit glisser une photocopie, jaunisse vers Étienne. Une fiche administrative avec une photo en noir et blanc d'une petite fille aux yeux clairs et aux cheveux bouclés. Le cœur d'Étienne se serra. Ses yeux, les mêmes que les siens. « La famille Bertrand », continua Renaud. « Un couple dans la 50aine qui accueillait régulièrement des enfants placés. Pas d'adoption officielle, juste un placement de longue durée. Élodie est restée chez eux jusqu'à ses 13 ans. Que s'est-il passé ensuite ?» La voix d'Étienne trahissait son émotion. Renaud soupira, visiblement mal à l'aise. Le placement a été interrompu. Apparemment, M. Bertrand a eu des problèmes de santé graves et sa femme ne pouvait plus s'occuper seule des enfants. Élodie est retournée dans le système, cette fois dans un foyer pour adolescents à Clichy. Étienne ferma les yeux un instant, imaginant sa fille, ballottée d'un endroit à l'autre sans stabilité, sans amour permanent. Pendant qu'il vivait dans le luxe, construisait sa fortune, collectionnait les trophées et les conquêtes. Le projet « Foyer Saint-Joseph », reprit Renaud. Elle y est restée jusqu'à ses 16 ans. Puis les choses se compliquent. Elle a fait plusieurs fugues, a été signalée comme mineure en danger à plusieurs reprises. Les rapports sociaux mentionnent des fréquentations inquiétantes, des absences scolaires répétées. Le détective hésita avant de poursuivre. À 17 ans, nouvelle fugue, mais cette fois, elle n'est pas revenue. La police l'a recherchée pendant quelques semaines, puis le dossier a été classé quand elle a atteint sa majorité. Un silence pesant s'installa dans le bureau. La pluie redoublait d'intensité dehors, comme pour accompagner la tempête émotionnelle qui agitait Étienne. « Et depuis ?» demanda-t-il finalement. « Là, les choses deviennent encore plus compliquées, » admit Renaud. « J'ai retrouvé sa trace dans différents squats parisiens. Elle a utilisé plusieurs noms, Élodie Rousseau, Élodie Martin, puis simplement Chloé. Elle a eu quelques démêlés avec la justice, rien de grave. Des contraventions pour fraude dans les transports, un avertissement pour consommation de cannabis. Elle a travaillé brièvement dans un café du 11e arrondissement en 2020, puis comme vendeuse dans une boutique de vêtements à Bastille pendant 6 mois en 2021. Renaud sortit une autre photo du dossier,
plus récente celle-ci. Une jeune femme aux traits tirés, aux cheveux maintenant plus foncés, mais avec ces mêmes yeux qui ne trompaient pas. Elle avait le regard dur de ceux qui ont dû se battre trop tôt. Étienne la contempla longuement, cherchant à mémoriser chaque détail de ce visage qu'il voyait pour la première fois. Et actuellement, sa voix n'était plus qu'un murmure. Actuellement, elle vit dans un squat du côté de Belleville, un ancien atelier désaffecté occupé par une dizaine de personnes. Elle survit de petits boulots, vente à la sauvette, parfois comme serveuse, dans des bars. Pas de travail fixe, pas d'adresse officielle. Étienne se leva brusquement et s'approcha de la fenêtre. Quelque part, sous cette même pluie qui ruisselait sur les vitres de son bureau, luxueux, sa fille luttait pour survivre. Une vague de culpabilité le submergea, si intense qu'il eut du mal à respirer. « Je veux la rencontrer », dit-il finalement. Renaud se racla la gorge. « Monsieur Delacroix, permettez-moi un conseil. Une approche directe pourrait être traumatisante pour elle. Et pour vous. Cette jeune femme a vécu une vie difficile. Elle pourrait réagir violemment à l'apparition soudaine d'un père qui n'a jamais été présent. » Étienne se retourna, le visage crispé. « Que suggérez-vous alors ?»« Une approche progressive. Peut-être commencer par lui offrir un emploi dans l'une de vos entreprises, sans révéler votre lien. L'observer de loin, apprendre à la connaître, indirectement. Puis, quand le moment sera propice... » « Non, » coupa sèchement Étienne. « Je ne veux plus de mensonges, plus de secrets. J'ai perdu 25 ans de sa vie. Je ne perdrai pas un jour de plus. » Renaud hocha la tête, comprenant la détermination de son client. « Dans ce cas, je peux organiser une rencontre, mais je vous avertis, ce ne sera pas facile. »« La vie n'est pas facile, monsieur Renaud. Ma fille l'a appris bien plus durement que moi. » Le détective rangea ses documents. « Je vais continuer à la surveiller et vous tiendrai informé de ses habitudes, ses déplacements. Quand vous serez prêt, nous pourrons planifier cette rencontre. » Après le départ de Renaud, Étienne resta longtemps immobile face à la photo de sa fille, Chloé. Ce nom qu'elle s'était choisi, effaçant celui donné à sa naissance comme pour renaître, se réinventer loin du système qui l'avait abandonné, loin du père qui n'avait pas su la protéger. Le téléphone sonna, le ramenant à la réalité. « Monsieur Delacroix, le conseil d'administration attend votre présentation sur la stratégie d'expansion en Asie, » rappela Sophie. « J'arrive, » répondit-il mécaniquement. Il rangea soigneusement la photo dans le tiroir de son bureau et enfila sa veste de costume. Le masque du PDG imperturbable reprenait sa place, mais quelque chose avait changé en lui. Une détermination nouvelle animait chacun de ses gestes. La réunion du conseil se déroula comme prévu. Étienne présenta brillamment les projections financières, répondit aux questions avec son assurance habituelle. Personne ne pouvait deviner que derrière cette façade se cachait un homme, en pleine tempête émotionnelle. Le soir venu, au pâté son saison 13 ans, au lieu de rentrer directement dans son penthouse, il demanda à Gérard de le conduire à la résidence Les Magnolias, où vivait sa mère. L'établissement de luxe niché dans un parc arboré de Neuilly-sur-Seine accueillait les personnes âgées fortunées dans un cadre d'exception. « Monsieur Delacroix, quel plaisir de vous voir », l'accueillit la directrice. « Votre mère a passé une bonne journée. Elle est dans le jardin d'hiver. » Élisabeth Delacroix, autrefois l'une des femmes les plus élégantes de Paris, était assise dans un fauteuil roulant face à une grande baie vitrée. Ses cheveux, jadis d'un noir de jais, étaient maintenant entièrement blancs. Son regard vague fixait les jardins sans vraiment les voir. « Bonjour, maman », dit doucement Étienne en s'asseyant face à elle. Elle tourna lentement la tête vers lui, ses yeux s'animant légèrement. « Auguste, tu es rentré de Londres ?» Étienne sentit son cœur se serrer. Sa mère le confondait souvent avec son père ces derniers temps. « Non, maman, c'est moi, Étienne, ton fils. » Un éclair de lucidité traversa le regard d'Élisabeth. « Étienne, bien sûr, pardonne-moi, comment vas-tu, mon chéri ?»« Bien, maman, et toi ?»« Oh, tu sais, les jours se ressemblent ici. » Elle baissa la voix, comme pour partager un secret. « Les infirmières sont gentilles, mais elles me surveillent. Comme si j'allais m'enfuir. » Étienne sourit tristement. Ces moments de clarté étaient de plus en plus rares. Il devait en profiter. « Maman, je dois te parler de quelque chose d'important. De Marion Rousseau. » Le visage d'Élisabeth se figea.
Même la maladie n'avait pas effacé ce nom de sa mémoire. « Marion, pourquoi parles-tu d'elle après toutes ces années ?»« J'ai trouvé les documents dans le bureau de père. Je sais ce qui est arrivé à notre enfant. » Sa mère détourna le regard, ses mains fines et ridées se crispant sur les accoudoirs de son fauteuil. « Ton père a fait ce qu'il pensait être le mieux pour toi, pour ton avenir. » Le mieux? La colère qu'Étienne contenait depuis des semaines menaçait d'exploser. Il a détruit 3 vies, la mienne, celle de Marion et surtout celle de notre fille. Comment avez-vous pu faire ça? Elisabeth ferma les yeux, comme pour échapper à ces accusations. Tu étais si jeune, Étienne, 17 ans, toute ta vie devant toi. Cette fille, elle n'était pas de notre monde. Auguste voulait te protéger. Me protéger ou protéger l'image parfaite de la famille de la Croix? Je l'aimais, maman, et j'aurais aimé notre enfant. Une larme coula sur la joue ridée d'Elisabeth. J'ai essayé de convaincre ton père, de lui faire entendre raison. Mais tu le connaissais quand il avait décidé quelque chose? Étienne secoua la tête, incrédule. Tu aurais pu m'aider, me soutenir. Au lieu de ça, tu as choisi son côté. Comme toujours. J'étais faible, murmura Elisabeth. Je le regrette chaque jour. Quand la maladie a commencé à embrouiller mes pensées, c'est le visage de cette petite fille que je voyais, celle que je n'ai jamais connue, ma petite fille. Elle tendit une main tremblante vers son fils. « Pardonne-moi, Étienne. Pas pour moi, mais pour toi. La rancœur est un poison qui te détruira comme elle a détruit ton père. » Étienne prit la main de sa mère, surpris par sa fragilité. La colère qu'il avait nourrie pendant des années s'étiolait face à cette femme diminuée, rongée par les regrets et la maladie. « Je l'ai retrouvée, maman, ma fille. Elle s'appelle Chloé maintenant. » Les yeux d'Elisabeth s'écarquillèrent. « Vraiment, comment est-elle? Je ne l'ai pas encore rencontrée, mais je vais le faire. Je vais tout réparer, si c'est encore possible. » Sa mère serra faiblement sa main. « Fais-le, mon fils. Ne commets pas les mêmes erreurs que nous. L'argent, le pouvoir, le nom. Tout cela n'est rien comparé à l'amour d'un enfant. » La conversation s'interrompit quand Elisabeth commença à s'agiter, perdant le fil de ses pensées. L'infirmière s'approcha, signalant discrètement à Étienne qu'il valait mieux écourter la visite. « Je reviendrai bientôt, maman, » promit-il en l'embrassant sur le front. « N'oublie pas d'apporter tes cahiers d'école, » répondit-elle, déjà repartie dans les brumes de son esprit confus. « Ton père veut voir tes notes en mathématiques. » Étienne quitta la résidence le cœur lourd. La conversation avec sa mère avait ravivé des souvenirs douloureux, mais avait aussi apaisé une partie de sa colère. Ses parents avaient fait une erreur terrible, mais ils étaient humains, faillibles. La vraie question maintenant était comment réparer le mal qui avait été fait. Dans la voiture qui le ramenait vers Paris, il prit une décision. Il composa le numéro de Renaud. « C'est Delacroix. Je veux la rencontrer, le plus tôt possible. Monsieur, je maintiens que la précipitation pourrait... » « Je comprends vos réserves, monsieur Renaud, mais j'ai perdu trop de temps. Arrangez cette rencontre. Et pendant ce temps, je veux que vous trouviez Marion Rousseau. Elle aussi mérite. » Des explications et des excuses. En raccrochant, Étienne contempla les lumières de Paris qui scintillaient sous la pluie. Quelque part dans cette ville, 2 femmes dont il avait bouleversé le destin vivaient leur vie sans savoir qu'ils s'apprêtaient à y faire irruption. Cette pensée le terrifiait et l'exaltait à la fois. Demain, il annoncerait à son conseil d'administration qu'il prenait un congé personnel de durée indéterminée. Nexium pouvait attendre. Sa fille, elle, avait déjà attendu 25 ans. La rue de Noyers, au cœur de Belleville, s'animait progressivement en cette fin d'après-midi de juin. Les artistes de rue finissaient leurs fresques colorées sur les murs autorisés, les cafés sortaient leurs terrasses, et les habitués du quartier déambulaient entre les boutiques alternatives et les galeries d'art improvisées. Étienne, vêtu d'un jean, d'un t-shirt gris et d'une veste en cuir usé, tenue qu'il n'avait pas portée depuis ses années d'étudiant, observait la scène depuis la terrasse d'un petit café bohème. « Ce n'est pas vraiment votre quartier », constata Marcel Renaud en s'asseyant face à lui. Étienne sourit légèrement. « J'ai vécu dans un studio pas loin d'ici, pendant mes années à Polytechnique, avant que mon père ne m'offre mon premier appartement dans le 16e. » Le détective hocha la tête, surpris par cette information. « Elle travaille au bar des artistes depuis 3 jours, » annonça-t-il en désignant discrètement un établissement de l'autre côté de la rue. «
Job temporaire, service du soir de 18h à 2h du matin. La patronne, Madame Moreau, l'a prise à l'essai après le départ soudain d'une serveuse. Étienne fixait l'entrée du bar, son cœur battant à tout rompre. Comment est-elle? Je veux dire, personnellement. Renaud prit une gorgée du café qu'il venait de commander. Discrète, efficace, méfiante. Elle parle peu d'elle-même. Les autres employés la trouvent distante mais professionnelle. Elle a dormi dans l'arrière-salle les 2 premières nuits, puis est retournée au squat hier soir. A-t-elle des amis? Un compagnon? Pas à ma connaissance. Elle semble très solitaire. J'ai observé quelques interactions avec d'autres occupants du squat, mais rien qui ressemble à une relation proche. Renaud hésita avant d'ajouter « Elle garde toujours sur elle un petit carnet qu'elle remplit régulièrement. Des dessins, je crois. » Ce détail toucha Étienne. Marion dessinait aussi constamment. Des croquis rapides, des portraits, des paysages urbains. Il peint. Se demanda si leur fille avait hérité de ce talent. « Vous êtes sûr de vouloir procéder ainsi ?» demanda Renaud. « Un cadre plus neutre, plus privé serait peut-être… » « Non, » coupa Étienne. « Je ne veux pas l'effrayer. Je veux juste… la… voir lui parler, sans pression, sans révélation brutale. » Il sortit une enveloppe de sa poche. « Comme convenu, je me présenterai comme un client. Je lui donnerai cette enveloppe avant de partir. Elle contient une lettre qui explique qui je suis avec mes coordonnées. La décision de me recontacter lui appartiendra entièrement. » Le détective semblait sceptique mais n'insista pas. « Elle commence son service dans 20 minutes. Je serai au comptoir, à distance, au cas où. » Étienne acquiesça, reconnaissant, de cette présence discrète. Après le départ de Renaud, il resta seul avec ses pensées, observant les passants, tentant de calmer son anxiété grandissante. Les 2 dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions et d'actions. Comme prévu, il avait annoncé à son conseil d'administration qu'il prenait un congé personnel, déléguant temporairement ses responsabilités à Laurent Mercier, son directeur financier. L'annonce avait provoqué un séisme dans le monde des affaires. Les spéculations allant bon train sur les raisons de ce retrait soudain. Juliette l'avait appelé plusieurs fois, inquiète puis vexée de son silence. Il avait fini par rompre avec elle au téléphone, incapable d'expliquer sa situation, conscient de sa lâcheté, mais trop préoccupé pour s'en soucier réellement. Parallèlement, Marcel Renaud avait poursuivi ses recherches sur Marion Rousseau. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Après avoir donné naissance à Élodie, Marion avait sombré dans une dépression sévère. Ses parents l'avaient envoyée dans une clinique psychiatrique en Normandie, où elle était restée près d'1 an. À sa sortie, elle avait coupé les ponts avec sa famille et quitté Paris. Sa trace s'était perdue pendant plusieurs années avant de réapparaître à Marseille, où elle avait travaillé comme assistante dans une galerie d'art. Puis, nouveau trou noir jusqu'en 2010, quand elle s'était installée à Lyon. Elle y vivait toujours, travaillant comme professeur d'art plastique dans un lycée professionnel, célibataire, sans autres enfants connus. Étienne avait l'intention de la contacter aussi, mais pas avant d'avoir rencontré leur fille. Une étape à la fois. Le vrombissement d'une moto le tira de ses pensées. Une vieille Yamaha s'arrêta devant le bar des artistes. La conductrice ôta son casque, libérant une cascade de cheveux châtains. Étienne retint son souffle. C'était elle, Chloé, sa fille. Elle portait un jean troué, des bottines en cuir élimé et une veste en jean sur un t-shirt noir. Même à distance, il pouvait voir ses yeux à lui, scrutant la rue avec une intensité presque douloureuse. Elle avait le port de tête fier de Marion, mais sa silhouette élancée rappelait celle d'Étienne dans sa jeunesse. La jeune femme attacha son casque à la moto et entra dans le bar, sans un regard vers le café où son père l'observait, bouleversé. Étienne resta immobile quelques minutes, digérant ce premier aperçu. Puis, rassemblant son courage, il régla sa consommation et traversa la rue. L'intérieur du bar des artistes correspondait parfaitement à son nom. Murs couverts de tableaux, d'artistes locaux, mobilier dépareillé mais chaleureux, ambiance décontractée. Quelques clients occupaient déjà les tables, principalement des habitués qui discutaient avec animation. Renaud était installé au comptoir, comme prévu, feignant de lire un journal. Étienne choisit une table dans un coin discret, d'où il pouvait observer sans être trop visible. Son cœur manqua un battement quand Chloé émergea de l'arrière-salle, nouant un tablier noir autour de sa taille. De près,
Elle paraissait encore plus jeune, mais aussi plus fatiguée. Des cernes soulignaient ses yeux et une légère cicatrice barrait son sourcil gauche. Elle s'approcha de sa table, carnet de commande à la main. « Bonsoir, monsieur, vous désirez boire quelque chose ?» Sa voix était douce mais assurée, avec une légère inflexion qui rappelait l'accent parisien populaire. Étienne, qui avait répété ce moment des dizaines de fois dans sa tête, se trouva soudain sans voix. « Monsieur ?» répéta-t-elle un peu impatiente. « Pardon, un whisky, s'il vous plaît, avec des glaçons. » Elle nota la commande sans le regarder, vraiment, et s'éloigna vers le bar. Étienne l'observa interagir avec le barman, un homme massif aux bras couverts de tatouages. Ils échangèrent à quelques mots, et Chloé esquissa même un sourire fugace qui transforma son visage, lui donnant l'air de la jeune femme qu'elle aurait dû être, insouciante et joyeuse. Quand elle revint avec son verre, Étienne rassembla « Son courage. Merci, vous travaillez ici depuis longtemps ?» Elle haussa les épaules. « Quelques jours. C'est un endroit intéressant. J'aime bien l'ambiance. »« Vous n'êtes pas d'ici, » constata-t-elle, son regard s'attardant sur sa veste en cuir de qualité, ses chaussures trop neuves pour un habitué de Belleville. Étienne sourit légèrement. « Ça se voit tant que ça ?»« Un peu. » Un fantôme de sourire passa sur ses lèvres. « Vous avez besoin d'autre chose ?»« Non, merci, c'est parfait. » Elle hocha la tête et s'éloigna pour servir d'autres clients. Étienne but lentement son whisky, la regardant évoluer dans le bar avec une efficacité discrète. Elle semblait habituée à se fondre dans le décor, à ne pas attirer l'attention. Une compétence développée après des années d'institution et de vie précaire, supposa-t-il avec un pincement au cœur. La soirée avançait, et le bar se remplissait progressivement. Chloé était maintenant trop occupée pour prêter attention aux clients solitaires dans son coin. Étienne commanda un deuxième whisky, puis un café, prolongeant sa présence sans savoir exactement comment aborder la suite. Vers 23 heures, alors que l'ambiance devenait plus festive, un incident attira son attention. Un client visiblement éméché avait agrippé le bras de Chloé alors qu'elle débarrassait sa table. Elle se dégagea d'un geste sec, mais l'homme insista, se levant pour la suivre. Étienne se crispa, prêt à intervenir, mais avant qu'il n'ait pu faire un geste, Chloé avait planté son regard dans celui de l'importun. « Lâche-moi, tout de suite. » Sa voix était basse, mais d'une fermeté qui ne laissait aucune place à la discussion. L'homme hésita, surpris par cette résistance. Inattendu. « Je voulais juste discuter, poupée, » tenta-t-il avec un sourire maladroit. « Je ne suis pas ta poupée. Et ma journée a été trop longue pour supporter ce genre de conneries. » Elle se tourna vers le barman. « Hugo, je crois que monsieur a suffisamment bu. » Le barman tatoué s'approcha, imposant. « Je pense qu'il est temps de rentrer, mon gars. » L'homme marmonna quelques insultes, mais finit par quitter les lieux, non sans lancer un dernier regard mauvais à Chloé. Celle-ci reprit son service comme si rien ne s'était passé, mais Étienne avait noté son léger tremblement quand elle avait déposé les verres sales au comptoir. Cette scène lui révéla deux choses. Sa fille avait appris à se défendre seule, et elle vivait constamment sur ses gardes. Cette réalisation accentua sa culpabilité. C'était à lui de la protéger, de lui offrir la sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Minuit approchait quand Étienne décida qu'il était temps. Il appela Chloé pour régler sa note, sortant l'enveloppe qu'il avait préparée. « Gardez la monnaie, dit-il en lui tendant 2 billets de 50 € pour une addition qui n'en atteignait pas 20. Elle fronça les sourcils. « C'est beaucoup trop. Considérez cela comme un remerciement pour votre patience et... » Il lui tendit l'enveloppe. « Ceci est pour vous, personnellement. » Méfiante, elle examina l'enveloppe sans la prendre. « Qu'est-ce que c'est ?»« Quelque chose d'important. À lire quand vous serez seul et tranquille. » Voyant son hésitation, il ajouta « Ce n'est pas inapproprié, je vous le promets. C'est juste une histoire que vous devriez connaître. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un bref instant, Étienne eut l'impression que quelque chose passait entre eux, une reconnaissance inconsciente, primitive. Puis le moment se brisa, et Chloé prit l'enveloppe avec réticence. « Merci pour la soirée, » dit-il en se levant. « Au revoir, Chloé. » Il vit la surprise dans ses yeux quand il prononça son nom qu'elle ne lui avait pas donné. Mais avant qu'elle puisse réagir, il quitta le bar, le cœur battant à tout rompre. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne lui fit du bien. Il s'éloigna lentement, résistant à l'envie de se retourner.
Renaud le rejoignit quelques minutes plus tard. Elle a mis l'enveloppe dans la poche de son jean, informa le détective. Elle semblait troublée. Étienne hocha la tête, incapable de parler. La première étape était franchie. Maintenant, il ne pouvait qu'attendre. Les jours qui suivirent furent parmi les plus longs de sa vie. Il avait loué un petit appartement à Belleville, anonyme et modeste, pour rester proche au cas où Chloé déciderait de le contacter. Renaud continuait sa surveillance discrète, lui rapportant que la jeune femme poursuivait son travail au bar, comme si de rien n'était. « Elle a lu votre lettre », confirma-t-il 3 jours plus tard. « Je l'ai vue la sortir plusieurs fois, la relire, puis la ranger soigneusement. » Cette information donna à Étienne un espoir fragile. Au moins, elle ne l'avait pas jeté. Une semaine passa, puis une autre. Étienne commençait à perdre espoir. Peut-être avait-il mal évalué la situation. Peut-être que sa lettre, expliquant qui il était, exprimant ses regrets et son désir de la connaître, avait provoqué colère et rejet plutôt que curiosité. Un soir, alors qu'il rentrait d'une visite à sa mère dont l'état se détériorait rapidement, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Demain, 15 h, parc des Buttes-Chaumont, entrée rue Manin. Venez seul. » Pas de signature, mais il n'en avait pas besoin. Il relut le message plusieurs fois, son cœur battant la chamade. Elle avait accepté de le rencontrer. Le lendemain, Étienne arriva au parc avec une demi-heure d'avance, trop nerveux pour attendre chez lui. Le parc des Buttes-Chaumont, avec ses allées sinueuses et son lac artificiel, offrait à la fois espace et intimité. Un choix judicieux pour une telle rencontre. Il s'assit sur un banc près de l'entrée indiquée, observant les familles, les joggeurs et les amoureux qui profitaient de cette belle journée de juillet. À exactement 15 h, il la vit approcher. Elle portait le même jean troué, mais avait troqué sa veste en jean contre un simple t-shirt noir. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, révélant un visage aux traits fins qui rappelait celui de Marion dans sa jeunesse. Elle s'arrêta à quelques mètres, l'examinant avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Puis, silencieusement, elle s'assit à l'autre extrémité du banc, maintenant une distance prudente. « Merci d'être venu », commença Étienne, la gorge nouée. Elle ne répondit pas immédiatement, continuant à l'observer comme si elle cherchait à résoudre une énigme particulièrement complexe. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Après 25 ans. » Sa voix était calme, dénuée d'émotions apparentes, mais Étienne percevait la tension sous-jacente. « Je ne savais pas, » répondit-il honnêtement. « Mes parents m'avaient dit que tu avais été adopté par une bonne famille. Je n'ai découvert la vérité qu'il y a quelques semaines, après la mort de mon père. » Elle émit un rire sec, sans joie. Pratique, cette ignorance. « Je ne cherche pas d'excuses, » dit-il doucement. « J'étais jeune, mais j'aurais dû me battre davantage. Pour ta mère, pour toi, j'ai été lâche. » Chloé détourna le regard, fixant un point invisible au loin. J'ai passé des années à imaginer cette conversation, à me demander ce que je dirais si jamais je rencontrais mes parents biologiques. Elle secoua la tête. Et maintenant, je ne sais plus. Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits, de questions sans réponse, d'années perdues. « Comment était-elle » demanda soudain Chloé. « Ma mère. » Étienne sentit son cœur se serrer. Marion était extraordinaire, brillante, créative, passionnée. Elle dessinait tout le temps. Elle voulait devenir illustratrice. Il sourit au souvenir. Elle avait un rire qui pouvait illuminer une pièce entière. Et elle t'aimait déjà, avant même ta naissance. Elle te parlait, te chantait des chansons. Chloé l'écoutait attentivement, son visage impassible trahissant pourtant une émotion contenue. « Pourquoi vous a-t-elle abandonné alors ?»« Elle ne l'a pas fait volontairement, » expliqua Étienne. « Mes parents, mon père surtout, l'ont forcée. Ils lui ont fait croire que c'était le mieux pour toi, pour ton avenir. Ils nous ont séparés, nous ont manipulés, et vous les avez laissés faire. » Ce n'était pas une question, mais une constatation amère et sans appel. Étienne ne pouvait nier. « Oui, et je le regretterai jusqu'à mon dernier souffle. » Chloé se leva brusquement, lui tournant le dos. Pendant un instant, Étienne crut qu'elle allait partir, mettre fin à cette rencontre aussi abruptement qu'elle avait commencé. Mais elle resta là, immobile, les épaules tendues. « J'ai passé ma vie à me demander pourquoi, dit-elle finalement, si bas qu'il dut tendre l'oreille pour l'entendre. Pourquoi mes parents ne me voulaient pas?
ce que j'avais fait de mal. Si j'étais défectueuse d'une manière ou d'une autre. Ces mots brisèrent quelque chose en Étienne. Il se leva à son tour, résistant à l'envie de la prendre dans ses bras. Tu n'as jamais rien fait de mal, jamais. C'est nous, les adultes, qui avons échoué. Pas toi. Elle se retourna lentement. Ses yeux si semblables aux siens, brillaient de larmes contenues. Que voulez-vous de moi maintenant? Pourquoi cette recherche soudaine, un sursaut de conscience tardif, ou besoin d'un héritier pour votre fortune? La question était brutale, directe, mais légitime. Étienne prit le temps de réfléchir, avant de répondre, sachant que ces mots pourraient tout changer. « Je veux te connaître », dit-il simplement. « Apprendre qui tu es, ce que tu aimes, ce dont tu rêves. Je ne cherche pas à racheter mes erreurs ou à apaiser ma conscience. Je sais que c'est impossible. Je veux juste une chance, la chance d'être dans ta vie, de quelque manière que ce soit. » Chloé le dévisagea longuement, comme si elle cherchait à lire la vérité au fond de son âme. Puis, elle hocha légèrement la tête. « Je ne promets rien, » dit-elle finalement. « Mais je suis prête à essayer. Pas comme père et fille, pas encore. Peut-être jamais, mais comme deux. Personnes qui partagent un passé commun. » C'était plus que ce qu'Étienne avait osé espérer. « Merci, murmura-t-il, ému. C'est tout ce que je demande. » Ils commencèrent à marcher côte à côte dans les allées du parc, maintenant une distance respectueuse, mais partageant pour la première fois un moment ensemble. Père et fille, étrangers l'un pour l'autre, mais liés par un sang et une histoire qu'aucun d'eux ne pouvait nier. L'été s'installait sur Paris, transformant la ville en une fournaise de pierre et d'asphalte. Les terrasses des cafés débordaient, les parcs s'emplissaient de Parisiens en quête d'un peu de fraîcheur, et les touristes envahissaient les monuments, appareils photo en bandoulière. Dans ce Paris estival, Étienne et Chloé tentèrent de construire une relation qui n'avait ni précédent ni mode d'emploi. Ils s'étaient revus 3 fois depuis leur première rencontre au but de Chaumont. Des rendez-vous courts, dans des lieux publics, comme 2 connaissances qui apprennent à se découvrir. Jamais plus d'1 heure, jamais dans un endroit trop intime, toujours à l'initiative de Chloé, qui gardait le contrôle de ses interactions avec une détermination farouche. Étienne respectait ces conditions, conscient du privilège que représentait chaque minute passée avec elle. Il avait appris à savourer ces moments, à les décortiquer ensuite, seul dans son appartement de Belleville, cherchant à comprendre cette jeune femme complexe qui était sa fille. Ce jour-là, ils avaient rendez-vous au marché de Belleville. Chloé l'attendait près d'un étal de fruits, vêtue d'une simple robe d'été noire et de ses éternelles bottines usées. Ses cheveux étaient lâchés, cascadant sur ses épaules en boucles indisciplinées. Elle semblait plus détendue que lors de leur précédente rencontre. « Bonjour », dit-elle simplement quand il s'approcha. « Bonjour Chloé, tu vas bien ?» Elle haussa les épaules, ce geste qui lui était si caractéristique. « Ça va, j'ai quitté le bar des artistes. » Étienne masqua sa surprise. Renaud, qui avait cessé sa surveillance à la demande d'Étienne après leur première rencontre, ne l'avait pas informé de ce changement. « Un problème ? » « Non, j'ai trouvé mieux. Un job dans une librairie d'art près de République. Le salaire est correct et je peux dessiner pendant les heures creuses. » Étienne sentit une pointe de fierté. « Tu dessines comme ta mère. » Un éclair passa dans les yeux de Chloé, mélange de curiosité et de méfiance qui apparaissait chaque fois qu'il mentionnait Marion. « Oui, depuis toujours. » Elle sortit de son sac en bandoulière un petit carnet à la couverture usée et le lui tendit, geste d'une confiance inédite qui le toucha profondément. Étienne le prit avec précaution et commença à le feuilleter. Les dessins étaient saisissants, scènes de rue croquées avec une précision presque photographique, portraits expressifs de passants anonymes, paysages urbains où les bâtiments semblaient vibrer d'une vie propre. « C'est remarquable », murmura-t-il, sincèrement impressionné. « Tu as un vrai talent. » Chloé récupéra son carnet, visiblement gênée par le compliment. « C'est juste un passe-temps. »« Ça pourrait être bien plus. As-tu pensé à étudier l'art ? » ?»« Il existe d'excellentes écoles à Paris qui... »« Les études coûtent mon cher, coupa-t-elle sèchement. « Et je n'ai pas le bac. » Étienne se mordit la lèvre, conscient d'avoir touché un point sensible. Il savait par Renaud que Chloé avait abandonné l'école après sa dernière fugue, à 17 ans.
Un autre aspect de sa vie qui avait été bouleversé par les choix des adultes qui auraient dû la protéger. « Désolé, dit-il doucement, je ne voulais pas être indiscret. » Elle soupira, son irritation s'apaisant. « Ce n'est pas grave, c'est juste que ma vie est ce qu'elle est. J'ai appris à vivre avec. » Ils commencèrent à déambuler entre les étals, observant les vendeurs qui vantèrent leurs produits avec l'exubérance caractéristique des marchés parisiens. Étienne acheta des cerises qu'ils partagèrent en silence, jetant les noyaux dans un sac plastique. « J'ai retrouvé ta mère », annonça-t-il finalement, décidant qu'il était temps d'aborder ce sujet. « Elle vit à Lyon. Elle enseigne les arts plastiques dans un lycée. » Chloé s'immobilisa, les doigts suspendus au-dessus du sac de cerises. « Tu l'as contactée ?»« Pas encore. Je voulais t'en parler d'abord. » Elle reprit une cerise, la faisant tourner entre ses doigts sans la manger. « Et que comptes-tu lui dire ? Bonjour, tu te souviens de moi ? J'ai abandonné notre fille il y a 25 ans, mais maintenant je voudrais renouer les liens. » La remarque était acerbe, mais Étienne ne pouvait lui en vouloir. Quelque chose comme ça, oui, avec plus d'excuses et de regrets, évidemment. Contre toute attente, Chloé esquissa un sourire, le premier véritable sourire qu'il voyait sur son visage. « J'aimerais voir ça. »« Tu voudrais la rencontrer ?» demanda-t-il, tentant de masquer son espoir. Le sourire disparut aussi vite qu'il était apparu. « Je ne sais pas, peut-être, un jour. » Elle jeta le noyau de sa cerise dans le sac. « C'est beaucoup à digérer. » Étienne hocha la tête, comprenant sa réticence. « Rien ne presse. C'est à toi de décider du rythme. » Ils continuèrent leur promenade, s'arrêtant occasionnellement devant un étal ou une devanture qui attirait leur attention. Étienne remarqua que Chloé s'attardait particulièrement devant une librairie d'occasion, ses yeux parcourant avidement les titres exposés. « Tu aimes lire ?» demanda-t-il. « J'adore ça, c'était mon refuge dans les foyers. Je volais parfois des livres dans les bibliothèques municipales. » Elle eut un petit rire gêné. Pas très glorieux, mais c'était ça ou mourir d'ennui. Quel genre de livre? De tout. Des classiques, de la science-fiction, des romans graphiques, tout ce qui me permettait de m'évader. Elle hésita avant d'ajouter « J'ai toujours aimé Hugo, Les Misérables, surtout. » L'histoire de Jean Valjean et Cosette, remarqua Étienne. Le criminel qui devient père adoptif. Quelque chose comme ça, admit Chloé. C'était stupide, je sais, mais quand on est gosse et seul, on s'accroche à ce genre d'histoire. Cette confession, si simple et pourtant si révélatrice, émut profondément Étienne. Il imagina une Chloé adolescente, recroquevillée dans un coin de foyer anonyme, s'évadant dans les pages de Hugo, rêvant peut-être d'un Jean Valjean qui viendrait la sauver, lui offrir l'amour et la protection qu'elle n'avait jamais connue. « Ça n'est pas stupide du tout, » murmura-t-il. « Les livres sont parfois les meilleurs amis qu'on puisse avoir. » Ils s'arrêtèrent devant un petit café en terrasse, à l'ombre bienvenue d'un marronnier. Chloé hésita un instant, puis accepta de s'asseoir. C'était la première fois qu'ils prolongeaient ainsi leur rencontre. « Un café ?» proposa Étienne. « Un Perrier-Citron plutôt. Il fait trop chaud pour du café. » Il commanda leur boisson, observant discrètement sa fille qui sortait son carnet pour croquer rapidement la scène du marché. Ses gestes étaient précis, assurés, son regard allant constamment du papier à son sujet avec une concentration intense. « Où habites-tu maintenant ?» demanda-t-il quand le serveur eut déposé leur verre. Elle leva les yeux de son dessin, surprise par la question. « Toujours ? Cosquat. Pourquoi ?» Étienne hésita, sachant qu'il s'aventurait en terrain miné. « Je me demandais juste si tu étais confortablement installé, si tu avais tout ce dont tu avais besoin. » « Tu veux savoir si je vis dans la misère ?» Son ton s'était durci. « Si je mérite ta pitié et ton aide financière. »« Ce n'est pas ce que j'ai dit, » se défendit-il doucement. « Je m'inquiète pour toi, c'est tout. C'est normal, non ?» Chloé le dévisagea longuement, comme pour évaluer sa sincérité. Puis elle soupira. « Le squat n'est pas si mal. J'ai ma propre chambre, une sorte de mezzanine que j'ai aménagée. Il y a l'électricité, l'eau chaude la plupart du temps. C'est mieux que beaucoup d'endroits où j'ai vécu. » Elle but une gorgée de son Perrier avant d'ajouter « Et je n'ai pas besoin d'argent. Je me débrouille seul depuis des années. » Étienne acquiesça, acceptant cette rebuffade. Il devait apprendre à respecter sa fierté, sa volonté farouche d'indépendance,
même si chaque fibre de son être lui criait de la protéger, de lui offrir tout ce qu'elle n'avait jamais eu. « Je comprends, dit-il simplement, mais si un jour tu changes d'avis, si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais où te trouver, termina-t-elle avec un sourire en coin. Le grand Étienne Delacroix, PDG de Nexium Technologies, n'est pas difficile à localiser. Il y avait une légèreté nouvelle dans sa voix, presque une taquinerie, qui fit naître un espoir dans le cœur d'Étienne. Peut-être, avec le temps, je ne suis pas retourné au bureau depuis que je t'ai retrouvé, avoua-t-il. J'ai pris un congé indéfini. Cette fois, c'est la surprise qui se peignit sur le visage de Chloé. Pourquoi? Parce que certaines choses sont plus importantes que les affaires, que l'argent, que le pouvoir. Il hésita avant d'ajouter « des choses que j'aurais dû comprendre il y a 25 ans ». Chloé détourna le regard, visiblement troublée par cette déclaration. Un silence s'installa entre eux, ni confortable, ni vraiment tendu, juste chargé de non-dits et d'émotions. « Contenu, ta mère », commença-t-elle finalement. « Tu l'aimais vraiment ?» La question prit Étienne au dépourvu. « Oui, de tout mon cœur. Marion a été mon premier amour, le plus pur, le plus sincère. Alors pourquoi ne t'es-tu pas battu pour elle? Pour nous ?» C'était la question qu'il redoutait depuis leur première rencontre, celle à laquelle il n'avait pas de réponse satisfaisante. J'étais jeune, effrayé. Mon père était intimidant, tyrannique même. Il secoua la tête, conscient de la faiblesse de ses excuses. Mais la vérité, c'est que j'ai été lâche, j'ai choisi la facilité, le chemin que mes parents avaient tracé pour moi. J'ai trahi Marion et je t'ai trahi, toi aussi. Chloé absorba ces paroles. En silence, son visage indéchiffrable. Puis elle referma son carnet de croquis et le rangea dans son sac. « Je dois y aller. Mon service à la librairie commence dans 1 heure. » Étienne acquiesça, cachant sa déception de voir leur moment se terminer. « Bien sûr. Merci pour cette matinée. » Elle se leva, ajustant la bandoulière de son sac sur son épaule. Puis, dans un geste qui le prit totalement au dépourvu, elle tendit la main et effleura brièvement la sienne. « À bientôt, Étienne. » C'était la première fois qu'elle prononçait son prénom, la première fois qu'elle initiait un contact physique, aussi léger soit-il, et la première fois qu'elle suggérait elle-même une prochaine rencontre. Ces 3 petits détails, anodins pour la plupart des gens, représentaient pour lui des avancées monumentales. « À bientôt, Chloé, » répondit-il, ému. Il la regarda, s'éloigner dans la foule du marché, sa silhouette mince se frayant un chemin avec une agilité née de l'habitude. Quand elle eut disparu, il resta encore un moment assis, savourant les échos de leur conversation, analysant chaque mot, chaque geste, chaque regard. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de François, son avocat. « Urgent. Ta mère a fait un AVC cette nuit. Elle est à l'hôpital américain. Les médecins ne sont pas optimistes. » La réalité le rattrapa brutalement. Sa mère mourante, Elisabeth, qui portait elle aussi le poids de cette vieille trahison. Qui n'aurait peut-être jamais l'occasion de rencontrer sa petite-fille, de demander pardon. Il régla rapidement les consommations et héla un taxi. Sur le trajet vers l'hôpital, son esprit oscillait entre l'inquiétude pour sa mère et les avancées de sa relation avec Chloé. La vie et la mort, les retrouvailles et les adieux, tout semblait s'entremêler dans une danse cruelle du destin. À l'hôpital américain de Neuilly, le personnel le conduisit immédiatement à la chambre d'Elisabeth. François l'attendait, dans le couloir, le visage grave. « Comment va-t-elle » demanda Étienne. « Stable mais inconsciente. Les médecins parlent d'un coma. Ils ne savent pas si elle se réveillera. » Étienne hocha la tête, digérant l'information. « Merci d'être venu. Tu peux rentrer chez toi, je vais rester avec elle. » Son avocat hésita. « Tu es sûr? Je peux rester si tu veux. »« Non, ça ira. J'ai besoin d'être seul avec elle. » François serra brièvement son épaule avant de partir. Étienne entra dans la chambre, frappé par le contraste entre le luxe discret de la clinique privée et la fragilité de sa mère, perdue dans un labyrinthe de tubes et de machines. Elisabeth Delacroix, autrefois si élégante et fière, n'était plus qu'une silhouette diminuée, son visage pâle et creusé par la maladie. Il s'assit près du lit, prenant doucement la main inerte de sa mère. « Bonjour, maman » murmura-t-il. « Je suis là. » Seul le bip régulier des moniteurs lui répondit.
Étienne sentit les larmes lui monter aux yeux. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré sa complicité dans le drame qui avait marqué sa vie, elle restait sa mère. La femme, qui lui avait lu des histoires enfants, qui l'avait consolé après ses cauchemars, qui lui avait appris le piano et l'amour de la musique. « J'ai retrouvé Élodie », dit-il doucement, comme si Elisabeth pouvait l'entendre. « Elle s'appelle Chloé. Maintenant. Elle est extraordinaire, maman. Forte, intelligente, talentueuse. Elle dessine comme Marion, elle a mes yeux. Tes pommettes aussi, je crois. » Il caressa doucement la main de sa mère, continuant ce monologue improbable. « Elle ne me pardonne pas, encore. Peut-être ne le fera-t-elle jamais complètement, mais elle me donne une chance, c'est plus que ce que je mérite. » Les heures passèrent, marquées seulement par les allées et venues discrètes des infirmières et les visites occasionnelles du médecin. Étienne resta là, parlant parfois à sa mère inconsciente, plongé dans ses pensées le reste du temps. Vers 20 heures, alors qu'il somnolait sur son fauteuil, son téléphone vibra. Un message de Chloé. « Comment s'est passée ta journée ?» Ces 6 mots simples, cette question banale que des millions de personnes s'échangeaient chaque jour, lui mit les larmes aux yeux. C'était la première fois qu'elle initiait une conversation en dehors de leur rencontre. Ses doigts tremblèrent légèrement quand il répondit « Difficile, je suis à l'hôpital, ma mère a fait un AVC cette nuit. » La réponse fut presque immédiate. « Je suis désolé. Comment va-t-elle ?»« Pas bien, les médecins ne savent pas si elle se réveillera. » Il hésita puis ajouta « Elle aurait aimé te rencontrer. Elle regrette, tu sais, ce qui s'est passé. » Plusieurs minutes s'écoulèrent sans réponse, et Étienne craignit d'avoir franchi une ligne invisible. Puis son téléphone vibra à nouveau. Quel hôpital? Son cœur manqua un battement. Était-ce possible? Quel hôpital américain de Neuilly, chambre 412. J'arrive. Ces 2 mots, simples, déclenchèrent en lui une tempête d'émotions. Il regarda sa mère inconsciente, se demandant si le destin n'avait pas, dans sa cruauté apparente, orchestré cette réunion improbable. 1 heure plus tard, un léger coup à la porte de la chambre le fit sursauter. Chloé se tenait là, hésitante, vêtue de la même robe noire que le matin, ses cheveux encore humides d'une douche récente. « Entre » murmura Étienne, se levant pour l'accueillir. Elle avança timidement dans la chambre, son regard allant d'Étienne à la forme immobile sur le lit. « C'est elle? Ta mère ?»« Oui, Élisabeth Delacroix. » Chloé s'approcha lentement du lit, observant cette femme qui était, biologiquement du moins, sa grand-mère. Une inconnue qui avait pourtant influencé tout le cours de sa vie. « Elle ne se réveillera peut-être pas, » expliqua doucement Étienne. « Mais si ça arrive, elle sera heureuse de te voir. » Chloé hocha la tête, silencieuse. Puis, dans un geste qui bouleversa Étienne, elle prit la main d'Élisabeth dans la sienne. « Bonjour, Madame Delacroix, » dit-elle simplement. « Je m'appelle Chloé, je suis votre petite fille. » Dans ce moment suspendu entre passé et avenir, entre rancœur et pardon, Étienne comprit que quelque chose d'important venait de se produire. Un pont avait été jeté par-dessus l'abîme des années perdues. Un premier pas sur le chemin de la réconciliation. Dehors, Paris s'endormait sous un ciel étoilé d'été, indifférente au drame qui se jouait dans cette chambre d'hôpital. Mais pour Étienne et Chloé, le monde venait de changer imperceptiblement. Un nouveau chapitre s'ouvrait, incertain mais plein de promesses. Élisabeth Delacroix ne se réveilla jamais de son coma. Elle s'éteignit paisiblement 3 jours après la visite de Chloé, sa main tenue par son fils dans les derniers instants. Étienne ressentit un mélange complexe de chagrin et de soulagement. Chagrin de perdre sa mère, malgré tout ce qui s'était passé, et soulagement que ses souffrances aient pris fin. Les funérailles furent discrètes, à l'opposé de l'opulente cérémonie qui avait accompagné Auguste Delacroix vers sa dernière demeure 6 mois plus tôt. Seule une poignée de personnes se tenaient autour du cercueil dans le petit cimetière de Passy. Quelques amis fidèles, d'Élisabeth, des cousins éloignés, François l'avocat, et à la surprise d'Étienne, Chloé. Elle était arrivée silencieusement, vêtue d'une simple robe noire, la même qu'elle portait souvent, mais qui convenait parfaitement à la circonstance. Elle s'était tenue à distance, observant la cérémonie sans s'approcher, mais sa présence avait suffi à réconforter Étienne. Il ne lui avait pas demandé de venir, conscient de l'absurdité de la situation. Pourquoi pleurerait-elle une grand-mère qui avait contribué à l'abandonner?
Après la mise en terre, quand les quelques invités se furent dispersés, Chloé s'approcha enfin. Elle portait un petit bouquet de fleurs des champs qu'elle déposa simplement sur la tombe fraîche. « Je ne sais pas pourquoi je suis venue, » dit-elle doucement, comme pour elle-même. « Je ne la connaissais pas. Elle a participé à mon abandon. Je devrais la détester. » Étienne resta silencieux attendant qu'elle continue, mais quand je l'ai vue à l'hôpital si fragile, si humaine, j'ai réalisé que la haïr ne me servirait à rien. Ça ne changerait pas mon passé. Elle se tourna vers lui, ses yeux reflétant une sagesse bien au-delà de ses 25 ans. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Ces mots touchèrent Étienne au plus profond de son être. Cette jeune femme que la vie avait malmenée depuis sa naissance faisait preuve d'une grandeur d'âme que bien des gens plus privilégiés ne possédaient pas. « Merci d'être venu, » dit-il simplement. « Ça compte beaucoup pour moi. » Elle hocha la tête puis demanda « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» La question était légitime. Avec la disparition de ses deux parents en moins d'1 an, Étienne se retrouvait seul face à son passé et à son avenir. Mais contrairement à 6 mois plus tôt après la mort de son père, il avait désormais un objectif, une raison de regarder vers l'avant plutôt que vers l'arrière. « Je vais continuer à te connaître, si tu le veux bien, » répondit-il. « Et il y a une autre personne que nous devrions retrouver ensemble. » Chloé comprit immédiatement. « Ma mère, Marion. » « Oui, je pense qu'il est temps. » Ils quittèrent le cimetière côte à côte, marchant en silence dans les rues ensoleillées de Paris. C'était une journée de fin juillet, chaude et lumineuse, en contraste frappant avec le deuil qu'ils venaient de vivre. « J'ai donné ma démission à la librairie », annonça soudainement Chloé. Étienne la regarda surpris. « Pourquoi? Je croyais que ça te plaisait. » « C'était bien, mais j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur les écoles d'art. » Elle hésita, comme si les mots suivants étaient difficiles à prononcer. « Je voudrais reprendre mes études, passer mon bac en candidat libre, puis essayer d'intégrer une école d'art. » Le cœur d'Étienne fit un bond dans sa poitrine, mais il s'efforça de rester calme, de ne pas montrer à quel point cette nouvelle le remplissait de joie et d'espoir. « C'est une excellente idée, » dit-il simplement. « Tu as un talent extraordinaire. Avec la bonne formation, le problème c'est que je n'ai pas d'argent, coupa-t-elle, et je ne peux pas étudier tout en travaillant à temps plein. » Étienne comprit immédiatement où elle voulait en venir, mais attendit qu'elle formule elle-même sa demande, lui laissant l'espace nécessaire pour préserver sa dignité. « Je me demandais... » Elle s'arrêta, visiblement mal à l'aise. « Je sais que je t'ai dit que je n'avais pas besoin d'aide, mais j'aimerais t'aider, » dit doucement Étienne, « si tu me le permets. Pas par culpabilité ou par obligation, mais parce que c'est ce que font les parents. Ils soutiennent leurs enfants dans leurs projets. » Chloé le regarda longuement, scrutant son visage comme pour y déceler la moindre trace de condescendance ou de pitié. N'y trouvant que sincérité, elle hocha lentement la tête. « D'accord, mais je veux que ce soit un prêt, pas un don. Je sais. Te rembourserai quand je pourrai. » Étienne savait qu'il était inutile de discuter ce point. Cette fierté, cette indépendance farouche faisait partie intégrante de Chloé. Elle l'avait aidé à survivre dans un monde qui ne lui avait fait aucun cadeau. « Comme tu voudras, » acquiesça-t-il. « Nous établirons un contrat de prêt, en bonne et due forme, si ça peut te rassurer. » Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il vit un véritable sourire illuminer le visage de Chloé, transformant ses traits habituellement graves en ceux d'une jeune femme radieuse. Ce sourire valait tous les milliards de Nexium Technology. « Merci, » dit-elle simplement. Ils continuèrent à marcher, se dirigeant instinctivement vers la Seine. L'après-midi était déjà bien avancé quand ils atteignirent les quais près à du Pont-Neuf. Des bateaux-mouches chargés de touristes glissaient sur l'eau miroitante et les bouquinistes rangèrent leurs étals avant la chaleur du soir. « J'ai aussi cherché un appartement, » annonça Chloé, s'accoudant au parapet pour regarder la rivière. « Le squat va être démoli le mois prochain. Projet de rénovation urbaine. Tu as trouvé quelque chose ? » « Pas encore. Les prix sont fous à Paris, même dans les quartiers populaires. » Étienne hésita, craignant d'aller trop loin, trop vite. Mais il décida de prendre le risque. « J'ai un appartement vide, celui de mes parents, dans le 16e. Il est beaucoup trop grand pour une personne seule, mais il y a une aile indépendante qui pourrait te convenir. Tu aurais ton propre espace, ta propre entrée même. » Il s'attendait à un refus catégorique,
Mais Chloé se contenta de réfléchir, son regard toujours fixé sur l'eau qui coulait sous le pont. « Je ne sais pas, dit-elle finalement. Ce serait étrange, vivre sous le même toit que toi, après toutes ces années. Je comprends, c'était juste une suggestion, il y a plein d'autres solutions. Laisse-moi y réfléchir, dit-elle après un moment. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant la scène qui reflétait les derniers rayons du soleil. Un bateau passa sous le pont, rempli de touristes qui prenèrent des photos du Louvre au loin. « J'ai parlé à un détective hier, reprit Étienne, au sujet de Marion. Elle va bien, sa vie semble stable. Elle enseigne toujours au lycée professionnel de Lyon. Elle n'est pas mariée, n'a pas d'autres enfants. » Chloé absorba ces informations en silence. « Tu vas la contacter ? Seulement si tu es d'accord. C'est à toi de décider du rythme. » Elle ferma les yeux un instant, comme pour se préparer intérieurement à la question qu'elle s'apprêtait à poser. « Et si nous y allions ensemble, à Lyon, pour la rencontrer ?» La proposition surprit Étienne, qui ne s'attendait pas à ce qu'elle soit prête si rapidement. « Tu es sûr ? Ce serait intense, pour vous deux, pour nous tous. »« Je ne suis pas sûr, non, admit-elle. Mais je sais que c'est nécessaire, pour avancer, pour comprendre. » Étienne acquiesça, touché par sa maturité. « Je vais l'appeler, voir si elle accepte de nous rencontrer. »« Pas au téléphone, objecta Chloé. Pas pour ça. Une lettre serait mieux, plus respectueuse. »« Tu as raison, j'écrirai demain. » La nuit commençait à tomber sur Paris quand ils décidèrent de se séparer. Étienne proposa de raccompagner Chloé jusqu'à Belleville, mais elle déclina poliment. « J'ai besoin de marcher, de réfléchir à tout ça. » Il respecta son choix, comme toujours. « Je comprends. À bientôt, alors. »« Oui, et merci, pour aujourd'hui, pour la proposition d'aide pour mes études. »« C'est normal, » dit-il simplement, résistant à l'envie de la prendre dans ses bras. Il n'en était maintenant pas encore là. Il la regarda s'éloigner sur le pont, sa silhouette fine se découpant sur le ciel crépusculaire. Une vague de tendresse protectrice l'envahit, mêlée à un sentiment de fierté qu'il n'avait jamais connu auparavant. Sa fille. Cette jeune femme extraordinaire était sa fille. Le lendemain matin, fidèle à sa promesse, Étienne rédigea une lettre pour Marion. Il y mit tout son cœur, toute sa sincérité, expliquant comment il avait retrouvé leur fille, combien il regrettait le passé, et comment il espérait qu'ils pourraient se rencontrer, tous les trois, pour commencer à guérir ses vieilles blessures. Il joignit son numéro de téléphone et son adresse e-mail, puis confia l'enveloppe à un service de coursier qui la livrerait en main propre à Lyon. La semaine qui suivit fut consacrée à des préparatifs pratiques. Étienne aida Chloé à constituer son dossier d'inscription pour le baccalauréat en candidat libre, contacta des professeurs particuliers qui pourraient l'aider à se préparer, et commença à se renseigner sur les différentes écoles d'art de Paris. De son côté, Chloé récupéra ses maigres possessions au squat et accepta, temporairement du moins, de s'installer dans l'aile indépendante de l'appartement familial des Delacroix. Ce premier emménagement fut un moment chargé d'émotions. Chloé n'avait qu'un grand sac à dos et 2 cartons contenant principalement des livres, des carnets de croquis et quelques vêtements. L'aile qu'Étienne lui avait préparée comportait un petit salon, une chambre spacieuse et une salle de bain privative. Les meubles étaient élégants mais sobres, loin du luxe ostentatoire qui caractérisait le reste de l'appartement. « C'était l'ancienne chambre d'amis, » expliqua Étienne. « J'ai pensé que tu préférerais un espace neutre, sans fantôme du passé. » Chloé hocha la tête, visiblement impressionnée malgré elle par les lieux. « C'est beaucoup plus grand que tout ce que j'ai connu. Tu peux la décorer comme tu veux, en faire vraiment ton espace. » Elle déposa son sac sur le lit et examina lentement la pièce, s'arrêtant devant la fenêtre qui donnait sur un petit jardin intérieur. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Dans une autre vie, j'aurais grandi ici. J'aurais été une enfant du 16e arrondissement. » Étienne ne sut que répondre à cette observation qui résumait si bien l'absurdité de leur situation. Il se contenta d'un geste vague vers la porte. « Je vais te laisser t'installer. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Ma partie de l'appartement est de l'autre côté du couloir, mais je respecterai ton intimité. » Elle acquiesça, reconnaissante de cette délicatesse. « Merci. » Les jours qui suivirent établirent une routine prudente entre eux.
Ils se croisaient occasionnellement dans la cuisine commune, prenaient parfois le petit déjeuner ensemble, mais passaient la majorité de leur temps chacun de son côté. Étienne travaillait à distance, gérant les affaires les plus urgentes de Nexium, tandis que Chloé commençait à étudier avec acharnement pour son baccalauréat, déterminée à réussir. 10 jours après l'envoi de la lettre, alors qu'ils partageaient un dîner silencieux, le téléphone d'Étienne sonna. Un numéro inconnu avec l'indicatif de Lyon. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. « Excuse-moi », dit-il à Chloé qui avait également remarqué son trouble. « Je dois prendre cet appel. » Il s'éloigna dans le couloir, les mains tremblantes, en décrochant. « Allô ?» Un silence, puis une voix qu'il aurait reconnue entre mille, malgré les années. « Étienne, c'est Marion !» Son cœur s'arrêta un instant. « Marion !» murmura-t-il. « Merci d'avoir appelé. »« Ta lettre ?» Sa voix était hésitante, chargée d'émotions contenues. « Je l'ai lue et relue. J'ai du mal à y croire. »« Je sais, c'est surréaliste pour moi aussi. »« Tu l'as vraiment retrouvée, notre fille ?» Sa voix se brisa sur les derniers mots. « Oui, elle s'appelle Chloé maintenant. Elle est extraordinaire, Marion. » Un sanglot étouffé lui parvint, à travers le téléphone. « Comment va-t-elle? Que fait-elle? Est-elle heureuse ?» Étienne jeta un coup d'œil vers la cuisine où Chloé l'attendait, tendue et attentive. « Elle va bien. Elle a eu une vie difficile, mais elle est forte, intelligente, talentueuse. Elle dessine merveilleusement bien, comme toi. »« Oh mon Dieu, » murmura Marion, « j'ai tellement rêvé de ce moment, pendant des années. La retrouver, savoir qu'elle allait bien. »« Elle veut te rencontrer, » dit doucement Étienne. « Nous voudrions venir à Lyon, si tu es d'accord. » Un long silence suivit cette proposition. Puis Marion répondit d'une voix plus assurée. « Oui, bien sûr, quand voulez-vous venir? Quand cela? »« T'arrangeras. Nous pouvons nous adapter à ton emploi du temps. »« Ce week-end, samedi, » proposa-t-elle. « J'ai un petit appartement dans le vieux Lyon. Ce n'est pas très grand, mais samedi serait parfait. Nous prendrons le TGV du matin. » Ils convinrent des détails pratiques, échangèrent leurs coordonnées plus précises, puis il y eut un moment de flottement, où 25 ans d'absence et de non-dit semblaient peser dans le silence. « Étienne ?» La voix de Marion était à peine audible. « Je n'ai jamais cessé de penser à elle, pas un seul jour. »« Moi non plus, » admit-il. « Et je suis désolé, Marion, plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. Nous parlerons de tout ça samedi. »« Oui, à samedi, Marion. » Il raccrocha ému et anxieux à la fois. Quand il retourna dans la cuisine, Chloé le regardait fixement, attendant qu'il parle. C'était elle, n'est-ce pas? Ma mère, Étienne acquiesça. Oui, elle nous invite samedi à Lyon. Chloé ferma les yeux un instant comme pour assimiler cette réalité soudaine. Comment a-t-elle réagi? Elle était bouleversée, heureuse, émue. Il hésita avant d'ajouter « Elle n'a jamais cessé de penser à toi ». Une larme unique coula sur la joue de Chloé, qu'elle essuya rapidement d'un geste presque furieux. « Je ne devrais pas pleurer, je ne la connais même pas. »« C'est normal d'être ému, » dit doucement Étienne. « C'est ta mère. Votre lien existe, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés. » Chloé se leva brusquement, rangeant son assiette à peine touchée. « Je vais me coucher. J'ai besoin de digérer tout ça. »« Bien sûr. »« Bonne nuit, Chloé, elle. » S'arrêta à la porte de la cuisine, hésita, puis se retourna. « Merci de l'avoir retrouvée, de faire tout ça. » Avant qu'il puisse répondre, elle avait disparu dans le couloir, le laissant seul avec ses pensées. Étienne resta longtemps assis à la table de la cuisine, revivant la conversation avec Marion, anticipant leur rencontre. Dans 3 jours, ils seraient réunis, tous les 3 pour la première fois. Cette famille brisée avant même d'avoir existé. Le vendredi soir, veille de leur départ pour Lyon, Étienne trouva Chloé dans la cuisine, préparant du thé, l'air préoccupé. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle sursauta légèrement, ne l'ayant pas entendu entrer. « Oui, non, je ne sais pas. » Elle lui tendit une tasse. « Tu en veux ?»« Volontiers. » Ils s'assirent face à face, leur tasse fumant entre eux comme un rempart, dérisoire contre l'anxiété qui les habitait tous deux. « J'ai peur, » admit finalement Chloé. « De demain. De la rencontrer. »« C'est normal, » dit doucement Étienne. «
C'est une situation extraordinaire. Et si elle est déçue, si je ne suis pas ce qu'elle espérait, cette vulnérabilité soudaine, si rare chez la jeune femme habituellement, si forte, toucha Étienne au plus profond de son être. « C'est impossible, affirma-t-il. Marion t'aimait avant même ta naissance. Et quand elle te rencontrera, quand elle verra la femme incroyable que tu es devenue, malgré tout ce que la vie t'a fait subir, elle ne pourra être que fière, comme je le suis. » Chloé leva les yeux, surprise par cette déclaration directe. « Tu es fier de moi. Infiniment, dit-il avec une sincérité absolue. Tu es la personne la plus courageuse, la plus résiliente que j'ai jamais rencontrée. Tu aurais pu sombrer et devenir amer, te perdre dans la colère. Mais tu t'es battu. Tu as préservé ta dignité, ton intégrité. Tu as un talent immense, une intelligence remarquable. Et malgré tout ce que tu as vécu, tu as gardé cette capacité à t'ouvrir, à donner une seconde chance, même à un père qui ne le mérite pas. » Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes qu'elle ne chercha pas à retenir cette fois. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu saches que, quoi qu'il se passe demain, quoi que l'avenir nous réserve, je serai toujours incroyablement fière d'être ton père. » Dans un geste qui le prit totalement au dépourvu, Chloé se leva et vint vers lui. Hésitante d'abord, puis résolue, elle se pencha et l'enlaça maladroitement. C'était leur premier véritable contact physique, leur première étreinte. Étienne resta immobile un instant, craignant de briser ce moment fragile. Puis, doucement, il referma ses bras autour d'elle, sentant son corps mince trembler légèrement contre le sien. Il ferma les yeux, savourant cet instant qu'il avait cru ne jamais vivre. « On va y arriver, » murmura-t-il. « Ensemble. » Elle s'écarta, essuyant ses larmes d'un geste embarrassé. « Désolé, je ne suis pas habitué à tout ça. »« Moi non plus, » admit-il avec un sourire. « Nous apprenons ensemble. » Elle hocha la tête, puis regagna sa chambre après. Un dernier « bonne nuit » murmuré. Étienne resta seul dans la cuisine, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Demain serait une journée cruciale, intense, potentiellement douloureuse. Mais ce soir, pour la première fois, il avait tenu sa fille dans ses bras. Et rien, pas même les milliards de Nexium Technologies, ne pouvaient égaler ce bonheur simple et profond. Le TGV filait à travers les paysages de la campagne. Française, avalant les kilomètres qui séparaient Paris de Lyon. Étienne et Chloé étaient assis côte à côte en première classe, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, le soleil d'août illuminait les champs dorés et les villages paisibles qui défilaient à grande vitesse, contrastant avec la tempête émotionnelle qui agitait les deux voyageurs. Chloé n'avait presque pas parlé depuis leur départ, de la gare de Lyon, se contentant de réponses monosyllabiques aux questions d'Étienne. Elle portait un jean noir neuf, une chemise blanche simple et une veste légère, une tenue qu'elle avait choisie avec soin. Étienne l'avait remarqué, comme si l'apparence qu'elle présenterait à sa mère biologique revêtait soudain une importance particulière. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval soignée, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il lui semblait qu'elle avait appliqué un léger maquillage sur ses yeux. « Nous arriverons dans 20 minutes, » annonça-t-il, doucement, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Chloé hocha la tête, ses doigts jouant nerveusement avec la lanière de son sac. « Comment est-elle maintenant » demanda-t-elle soudain. « Physiquement, je veux dire. » Étienne réfléchit à la question. Il n'avait vu que des photos récentes de Marion, fournies par Renaud, mais rien qui puisse vraiment capturer l'essence d'une personne qu'il avait autrefois connue intimement. « Elle a gardé son élégance naturelle, » dit-il finalement. « Ses cheveux sont plus courts, avec quelques mèches grises. Son visage a les marques du temps, bien sûr, mais ses yeux sont restés les mêmes, expressifs, lumineux. »« J'ai ses yeux ?» demanda Chloé avec une vulnérabilité inhabituelle. « Non, tu as les miens, mais tu as son sourire, sa façon de pencher légèrement la tête quand tu réfléchis. » Il sourit doucement. « Et son talent artistique, sans aucun doute. » Chloé absorba ces informations en silence, comme si elle tentait de se construire une image mentale de cette femme qu'elle allait rencontrer pour la première fois de sa vie adulte. « Elle sait, » dit-elle soudain. « Pour mon passé, les foyers, la rue. » Étienne secoua la tête. « J'ai pensé que ce n'était pas à moi de raconter ton histoire, juste les grandes lignes,
que tu vis à Paris, que tu te prépares à reprendre des études d'art, que tu es une jeune femme extraordinaire. » Chloé détourna le regard, visiblement émue par cette réponse. « Merci. » Le train commença à ralentir, approchant de Lyon. La tension entre eux s'intensifia. Étienne sentait son propre cœur s'accélérer à l'idée de revoir Marion après 25 ans. Comment réagirait-elle en le voyant? Lui qui avait été son premier amour, puis l'instrument de sa plus grande douleur. Lui pardonnerait-elle jamais vraiment? « Nous sommes arrivés », annonça la voix mécanique dans les haut-parleurs. « Lyon par Dieu !» Ils descendirent du train dans le brouhaha de la gare, Étienne portant le petit sac de voyage qu'ils partageaient pour cette journée. Marion leur avait proposé de les héberger pour la nuit, mais ils avaient décliné, préférant rentrer à Paris le soir même, une façon de se ménager une porte de sortie si les émotions devenaient trop intenses. « Elle nous attend à la sortie principale », indiqua Étienne, consultant son téléphone où s'affichait le dernier message de Marion. Ils traversèrent le hall de la gare, leur pas ralentissant involontairement à mesure qu'ils approchaient du point de rencontre. Puis, à travers la foule des voyageurs pressés, Étienne la vit. Marion Rousseau se tenait près des portes vitrées, légèrement en retrait de l'agitation. Vêtue d'une robe d'été bleu clair et d'une veste légère, elle scrutait anxieusement la foule. Ses cheveux, autrefois longs et bruns, étaient maintenant coupés au carré, avec des reflets argentés qui accrochèrent la lumière. Malgré les années, Étienne la reconnut instantanément. Cette grâce naturelle, cette présence lumineuse qui l'avait fait tomber amoureux d'elle quand ils n'étaient encore que des adolescents. « C'est elle », murmura-t-il à Chloé, qui s'était figée à ses côtés. La jeune femme ne répondit pas, son regard rivé sur cette inconnue qui était sa mère. Étienne vit ses mains trembler légèrement, et dans un geste instinctif, il effleura son bras en signe de soutien. Prête, Chloé inspira profondément, puis hocha la tête. « Allons-y. » Ils avancèrent ensemble, et Marion les aperçut enfin. Son visage s'illumina d'abord en reconnaissant Étienne, puis se figea dans une expression de stupéfaction absolue quand son regard se posa sur Chloé. Elle porta une main à sa bouche, comme pour étouffer un cri, et Étienne vit des larmes jaillir instantanément de ses yeux. Ils s'arrêtèrent à quelques pas d'elle dans une constellation improbable, un triangle d'êtres liés par le sang et séparés par le temps, se redécouvrant sous les néons d'une gare anonyme. « Marion », dit doucement Étienne, brisant le charme de l'instant. Elle détacha son regard de Chloé pour le poser sur lui, et il y lut un tourbillon d'émotions, choc, joie, douleur ancienne, espoir nouveau. « Étienne », répondit-elle d'une voix tremblante, puis, se tournant, à nouveau vers Chloé. « Et tu es... Chloé !» se présenta la jeune femme, sa voix étonnamment ferme malgré l'émotion visible sur son visage. « Je m'appelle Chloé maintenant. » Marion hocha la tête, incapable de parler davantage. Dans un geste d'une spontanéité bouleversante, elle ouvrit les bras, offrant une étreinte sans l'imposer, laissant à sa fille le choix de l'accepter ou non. Chloé hésita un instant, puis, comme poussée par une force invisible, fit un pas en avant et se laissa envelopper dans les bras de sa mère. Marion la serra contre elle avec une tendresse mêlée de désespoir, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Des sanglots silencieux secouaient ses épaules, tandis que Chloé, d'abord raide, se détendait progressivement dans cette étreinte. Étienne resta en retrait, témoin ému de ces retrouvailles qu'il avait contribué à rendre possibles. Marion leva les yeux vers lui par-dessus l'épaule de leur fille, et dans ce regard, il lut une gratitude infinie qui commença à panser une blessure vieille de 25 ans. « Venez, » dit finalement Marion, en s'écartant doucement, essuyant ses larmes d'un geste embarrassé. « Ma voiture est garée près d'ici. Nous serons mieux chez moi pour parler. » Le trajet jusqu'à l'appartement de Marion se fit dans un silence chargé d'émotions contenues. Elle conduisait une petite Renault à travers les rues de Lyon, jetant occasionnellement des regards dans le rétroviseur, comme pour s'assurer que Chloé, assise à l'arrière, était bien réelle. « J'habite dans le Vieux-Lyon », expliqua-t-elle alors qu'ils traversèrent la Saône. « Un quartier ancien, plein de charme. Mon appartement n'est pas très grand, mais la vue sur la cathédrale est magnifique. » Sa voix trahissait sa nervosité, cette volonté de combler le silence par des banalités, de retarder les questions plus profondes qui attendaient d'être posées. Ils se garèrent dans une ruelle étroite, puis montèrent 3 étages dans un immeuble Renaissance aux murs épais et au plafond à poutres apparentes.
L'appartement de Marion correspondait parfaitement à ce qu'Étienne aurait imaginé, un espace modeste mais lumineux, décoré avec goût et simplicité. Des tableaux ornant les murs, certains qu'il reconnut comme étant de Marion elle-même, et des livres s'empilaient sur presque toutes les surfaces disponibles. « Installez-vous », invita-t-elle, désignant le salon. « Je vais préparer. Du thé. Ou préférez-vous du café ?»« Du thé, ce serait parfait, » répondit Étienne, percevant son besoin de s'occuper les mains, de gagner quelques minutes pour se composer. Chloé s'approcha d'un mur couvert de dessins et de peintures. « C'est vous qui avez fait tout ça ?» demanda-t-elle, rompant enfin son silence. Marion acquiesça depuis la cuisine ouverte. « Ah oui, l'art a toujours été ma thérapie en quelque sorte. »« Ils sont magnifiques, » dit simplement Chloé, s'attardant devant une aquarelle représentant une jeune femme de dos contemplant un paysage montagneux. Marion revint avec un plateau portant 3 tasses de thé fumant et une assiette de petits gâteaux. Ses mains tremblaient légèrement quand elle le déposa sur la table basse. « Asseyons-nous » suggéra-t-elle. Ils prirent en place, Marion et Étienne, dans 2 fauteuils qui se faisaient face, Chloé sur le canapé entre eux. Un silence s'installa, chacun cherchant comment entamer cette conversation impossible. « Je ne sais pas par où commencer », admit finalement Marion, ses yeux allant d'Étienne à Chloé. « Il y a tellement de choses à dire, tellement d'années à rattraper. Peut-être pourriez-vous me raconter ce qui s'est passé, » suggéra doucement Chloé. « Après ma naissance, ce que je ne sais pas encore. » Marion échangea un regard avec Étienne, puis hocha la tête. « Bien sûr, tu as le droit de savoir. » Elle prit une profonde inspiration. « J'avais 16 ans quand je suis tombée enceinte. Étienne et moi, nous nous aimions sincèrement. Mais nous étions si jeunes. Ses parents, surtout son père, étaient furieux. Ils me considéraient comme inappropriée. Une fille de petit commerçant, sans fortune ni relation. Un obstacle à l'avenir brillant qu'ils avaient planifié pour leur fils. Elle but une gorgée de thé comme pour se donner du courage. Mes propres parents étaient bouleversés, mais prêts à nous soutenir. Nous avions même commencé à faire des projets, Étienne et moi. Puis un jour, son père est venu voir mes parents. Je n'étais pas présente, mais j'ai compris plus tard qu'il les avait menacés d'une certaine façon. Des menaces voilées concernant leur commerce, leur réputation. Étienne baissa les yeux, la honte l'envahissant à nouveau en entendant ces détails qu'il avait ignorés. « Après ta naissance, » poursuivit Marion, s'adressant directement à Chloé, « on m'a dit que ce serait mieux pour tout le monde si je te confiais à l'adoption, que tu aurais une vie meilleure avec une famille stable, des parents matures. J'étais jeune, déprimé, vulnérable. J'ai signé des papiers dont je ne comprenais pas vraiment la portée. » Sa voix se brisa. « Quand j'ai voulu te voir une dernière fois, on m'a dit que c'était trop tard, que tu étais déjà parti. J'ai sombré dans une dépression profonde. Mes parents m'ont envoyé dans une clinique en Normandie. J'y suis resté presque 1 an. » Elle essuya une larme qui coulait sur sa joue. « Quand j'en suis sorti, j'ai coupé les ponts avec ma famille. Je ne pouvais pas leur pardonner leur complicité. J'ai quitté Paris, tenté de reconstruire ma vie ailleurs, mais pas un jour n'est passé sans que je pense à toi, sans que je me demande où tu étais, si tu allais bien. » Chloé écoutait, en silence, son visage indéchiffrable. « Avez-vous essayé de me retrouver ?» demanda-t-elle finalement. Marion hocha la tête. « Plusieurs fois, mais on m'avait fait signer des documents de confidentialité. Les organismes d'adoption refusaient de me donner la moindre information. Et puis, j'avais peur. Peur de découvrir que tu vivais heureuse avec ta famille adoptive, que mon irruption dans ta vie ne ferait que perturber ton équilibre. » Elle regarda Étienne. « Je t'ai cherché aussi au début, pour comprendre pourquoi tu m'avais abandonné, mais tu avais disparu de ma vie aussi complètement que notre enfant. » Étienne soutint son regard, acceptant ce reproche mérité. « Je n'ai aucune excuse, Marion. J'étais jeune, oui, mais j'aurais dû me battre davantage. Pour toi, pour notre fille. Mon père m'a manipulé, m'a fait croire que tu étais partie volontairement, que tu ne voulais plus me voir. Mais j'aurais dû chercher la vérité. J'ai été lâche. » Un silence lourd suivit cet aveu, puis Chloé prit la parole, sa voix calme contrastant avec l'intensité de ses mots. « Je n'ai pas été adoptée, » dit-elle simplement. « Je suis restée à l'institution Sainte-Marie jusqu'à mes 6 ans. Puis j'ai été placée dans une famille d'accueil, les Bertrand. J'y suis restée jusqu'à mes 13 ans, quand M. Bertrand est tombé malade. Ensuite,
Ça a été une succession de foyers, jusqu'à ce que je fugue définitivement à 17 ans. Marion porta une main à sa bouche horrifiée. « Oh mon Dieu, je croyais... On m'avait promis que tu serais adopté par une bonne famille. Ce n'est pas de votre faute, dit doucement Chloé. Vous avez été manipulé, tout comme Étienne. Vous étiez très jeune. » La maturité de cette réponse, cette capacité à pardonner malgré les souffrances endurées, toucha profondément les deux parents. Marion tendit une main hésitante vers sa fille. « Puis-je te demander comment tu as vécu après ta fugue ?» Chloé hésita puis décida d'être honnête. « Difficilement au début. J'ai dormi dans des squats, fait des petits boulots au noir. J'ai connu la faim, le froid, mais j'ai survécu. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. J'ai appris à me débrouiller. » Elle sourit légèrement. « Et j'ai toujours dessiné, partout, tout le temps. C'était ma façon de m'évader, de créer un monde à moi quand la réalité devenait trop dure. » Marion essuya ses larmes. « Comme moi, murmura-t-elle. L'art comme refuge. » Maintenant, intervint Étienne, Chloé va reprendre ses études. Elle prépare son bac en candidat libre, puis elle espère intégrer une école d'art. Le visage de Marion s'illumina. « Vraiment? C'est merveilleux. Si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre. »« Peut-être, dit Chloé avec un sourire timide, j'aimerais voir vos œuvres, vos techniques, apprendre de vous. » Ce simple souhait, cette ouverture vers un avenir partagé, fit briller les yeux de Marion d'un espoir nouveau. « Bien sûr, j'ai mon atelier dans la pièce d'à côté, je pourrais te montrer. » Ils passèrent l'heure suivante dans l'atelier de Marion, un espace lumineux où s'entassaient toiles, carnets de croquis et matériel de peinture. Chloé s'y sentait visiblement à l'aise, posant des questions précises sur les techniques, commentant certaines œuvres avec un œil déjà expert. Étienne les observait, ému par cette connexion naturelle qui semblait se tisser entre elles, transcendant les années perdues. Marion sortit ensuite un album photo qu'elle avait soigneusement préparé. « J'ai pensé que tu voudrais peut-être voir ton histoire, du moins la partie que je connais. » L'album contenait des photos de Marion enceinte, rayonnante malgré son jeune âge, puis quelques clichés flous d'un nouveau-né, les seules images qu'elle avait pu conserver d'Élodie avant qu'on ne l'emmène. Il y avait aussi des photos d'Étienne et Marion adolescents, amoureux et insouciants. « Tu étais si petite », murmura Marion, caressant du doigt une photo où l'on voyait à peine un bébé emmailloté, « mais déjà si forte. Tu as attrapé mon doigt dès la première fois que je t'ai tenu dans mes bras, et tu ne voulais plus le lâcher. » Chloé contemplait ces images comme des artefacts d'une vie parallèle, celle qu'elle aurait pu avoir. « J'aurais voulu vous connaître plus tôt, dit-elle simplement. Tous les deux. Nous aussi, répondit Étienne. Mais nous sommes là maintenant, si tu veux de nous dans ta vie. Je le veux, affirma Chloé avec une assurance qui les surprit. Tous. Je ne sais pas encore exactement comment, mais je le veux. Ils déjeunèrent ensemble, partageant un repas que Marion avait préparé avec soin. La conversation devint progressivement plus légère, plus fluide. Chloé leur raconta quelques anecdotes de sa vie, soigneusement choisies pour ne pas trop les bouleverser. Marion parla de son travail d'enseignante, de ses élèves qui la maintenaient jeune d'esprit. Étienne évoqua son désir de prendre du recul par rapport à Nexium, de consacrer plus de temps à ce qui comptait vraiment. « Je pense créer une fondation, expliqua-t-il, pour aider les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, leur offrir des bourses d'études, un accompagnement personnalisé. » Marion sourit. « C'est une belle idée, une façon de transformer notre expérience en quelque chose de positif pour d'autres. J'aimerais y participer, déclara Chloé. Peut-être témoigner de mon expérience, aider d'autres jeunes qui ont connu le même parcours. Cette proposition, cette volonté de s'impliquer dans un projet commun, celle-là, d'une certaine façon, leur réconciliation. Ils étaient encore loin d'être une famille conventionnelle, mais un nouveau lien se tissait entre eux, plus mature, plus conscient que celui qui avait été brisé 25 ans plus tôt. L'après-midi touchait à sa fin quand Étienne consulta « Sa montre à regret. Nous devrions y aller. Notre train est dans 1 heure. » Marion acquiesça, une ombre de tristesse passant sur son visage. « Bien sûr, je comprends que vous ne puissiez pas rester plus longtemps. » Ils se préparèrent à partir, l'atmosphère soudain alourdie par l'imminence de la séparation. Sur le pas de la porte, Marion hésita, puis prit les mains de Chloé, dans les siennes. « J'aimerais te revoir, si tu le veux bien. »
J'aimerais aussi, répondit Chloé avec un sourire. Peut-être pourriez-vous venir à Paris, voir où j'habite maintenant? J'adorerais ça, dit Marion, émue par cette invitation. Elle se tourna vers Étienne. Et toi, merci, pour tout. Il hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Dans un geste spontané, Marion s'approcha et l'embrassa légèrement sur la joue. Un contact bref mais chargé de pardon. Le trajet du retour vers la gare se fit dans un silence paisible, chacun absorbant les émotions intenses de cette journée. Dans le train qui les ramenait vers Paris, Chloé s'assoupit, la tête appuyée, contre la vitre. Étienne l'observait, émerveillé par la sérénité qui émanait d'elle pour la première fois depuis qu'il la connaissait. 3 mois s'écoulèrent, apportant avec eux les premières feuilles d'automne et un nouveau rythme dans leur vie. Chloé s'était plongée avec passion dans ses études, travaillant d'arrache-pied pour rattraper les années perdues. Étienne avait officiellement pris un congé d'1 an de Nexium, déléguant la gestion quotidienne à Laurent, tout en gardant un œil sur les décisions stratégiques. Marion était venue 2 fois à Paris, passant chaque fois plusieurs jours avec eux, explorant les musées avec Chloé, partageant ses connaissances artistiques. Ce soir-là, ils étaient tous les 3 réunis dans le salon de l'appartement, Thaddée Delacroix pour célébrer un événement important. Chloé venait de terminer son dossier de candidature pour l'école des beaux-arts, incluant un portfolio que Marion l'avait aidé à constituer. « À ton avenir », porta un toast Étienne, levant son verre de champagne. « À notre avenir », corrigea doucement Chloé, un sourire illuminant son visage. Marion les observait, émue par ce tableau qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques mois plus tôt. Son ex-amour de jeunesse et leur fille retrouvée, partageant un moment de bonheur simple dans ce qui était désormais leur foyer commun. « J'ai quelque chose à vous annoncer, » dit soudain Chloé. « J'ai pris une décision. » Étienne et Marion échangèrent un regard inquiet, habitués depuis leur enfance à ce que les décisions annoncent généralement des bouleversements. « J'ai décidé de changer officiellement mon nom, » poursuivit Chloé, « de prendre le nom de Delacroix-Rousseau pour honorer mes 2 origines. » Le silence qui suivit cette annonce était chargé d'émotion. Ce geste symbolique, cette reconnaissance publique de ses liens avec eux, signifiait plus que n'importe quelle parole. « Tu es sûr ?» demanda finalement Étienne. « Le nom Delacroix porte un lourd héritage. »« Je sais, » répondit-elle avec assurance, « mais c'est aussi ton nom. Et je suis fier d'être ta fille. » Marion essuya discrètement une larme. « C'est un beau choix, Chloé. Un nom qui raconte ton histoire. »« Notre histoire, » corrigea la jeune femme, avec ses ombres et ses lumières. Plus tard dans la soirée, alors que Marion s'était retirée dans la chambre d'amis et que l'appartement s'endormait, Étienne trouva Chloé sur le balcon, contemplant les lumières de Paris. Il s'approcha silencieusement, respectant son moment de solitude. « C'est étrange, » dit-elle sans se retourner, sentant sa présence. « Pendant des années, j'ai rêvé de connaître mes origines, de comprendre pourquoi j'avais été abandonnée. J'imaginais des retrouvailles dramatiques, des explications, peut-être même des reproches. » Elle se tourna vers lui, son visage serein dans la pénombre. « Et maintenant que tout cela s'est produit, je me rends compte que ce n'était pas vraiment les réponses que je cherchais. C'était juste l'appartenance, savoir d'où je viens, qui je suis. » Étienne hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle exprimait. « Et maintenant, tu le sais. » Un sourire éclaira son visage. « Je commence à le découvrir avec votre aide à tous les 2. » Dans un geste qui devenait plus naturel entre eux, il passa un bras autour de ses épaules. Elle ne se déroba pas, acceptant ce contact avec une aisance nouvelle. « Je suis heureux que tu nous aies donné une seconde chance, » murmura-t-il. « À Marion et à moi. Et je suis heureuse que vous m'ayez retrouvé, » répondit-elle simplement. Ils restèrent ainsi un moment, contemplant ensemble la ville illuminée, cette Paris éternelle qui avait été témoin de leur séparation et de leur retrouvailles, père et fille, réunis par le destin après tant d'années d'absence. Dans l'appartement silencieux, les fantômes du passé semblaient s'être apaisés. Auguste et Élisabeth Delacroix n'étaient plus là pour imposer leur vision du monde, leurs préjugés, leur conception étriquée du bonheur. À leur place, une nouvelle famille prenait forme, imparfaite, non conventionnelle, mais profondément authentique. Chloé Delacroix-Rousseau, jadis Élodie, puis simplement Chloé, avait enfin trouvé sa place. Entre un père qui avait tout sacrifié pour la retrouver,
et une mère qui n'avait jamais cessé de l'aimer de loin, entre un passé douloureux et un avenir plein de promesses, entre les ombres de Belleville et les lumières de l'art qui guidaient désormais son chemin. Et Étienne, contemplant sa fille dans la douce lueur du soir parisien, comprenait enfin cette vérité simple que son propre père n'avait jamais saisie. La vraie richesse n'était pas dans les comptes bancaires, les acquisitions stratégiques ou les propriétés de luxe. Elle était là dans ces moments partagés, dans ces liens reconstruits, dans cette famille retrouvée contre toute attente. Le vide qu'il avait habité pendant tant d'années s'était enfin comblé, non pas par le succès ou la fortune, mais par l'amour le plus fondamental qui soit, celui d'un père pour son enfant, d'un homme pour sa famille. Dans le ciel de Paris, une étoile semblait briller plus fort que les autres. Peut-être était-ce simplement Vénus, ou peut-être était-ce le signe que, quelque part dans l'univers, les âmes blessées finissent toujours par retrouver leur chemin les unes vers les autres, par-delà le temps, la distance et les erreurs humaines.